Lorsque Jane et moi nous sommes rencontrés, c'était une femme vibrante et passionnée, pleine de vie et de chaleur. Mais une fois que nous nous sommes installés dans la vie conjugale, c'est comme si je n'étais plus marié à elle seule, sa mère, une ombre omniprésente, a commencé à tirer les ficelles. Mon bon travail, mon dévouement, rien de tout cela n'avait d'importance. Lentement, notre vie amoureuse s'est réduite à néant, la voix de sa mère semblant guider chacun de nos choix, jusqu'à ce qu'il devienne évident que notre mariage n'était rien d'autre qu'une erreur. Ce qui a suivi n'était pas seulement l'effritement d'une relation, mais une guerre acharnée menée par sa mère, qui était déterminée à détruire ma réputation. Mensonges, harcèlement, accusations sans fin. Elle a même téléphoné à mes clients, essayant de déterrer des saletés qui n'existaient pas. Mais malgré tout, je me suis battu, déterminé à préserver une chose précieuse, ma relation avec ma fille, Sarah. Et puis, au milieu du chaos, quand la tempête s'est enfin calmée, quelque chose d'inattendu s'est produit. La liberté. J'étais libre de me redécouvrir, de me laisser aller au plaisir que la vie m'offrait. C'était désordonné, palpitant et insouciant. Je ne cherchais plus l'amour, mais alors, de la manière la moins attendue, le passé est venu frapper à ma porte. Elle s'appelait Marilyn, et la revoir après toutes ces années, c'était comme affronter un fantôme d'une autre vie. Mais cette fois, tout était différent. Ce qui avait commencé comme une simple visite pour régler une plainte professionnelle s'est transformé en un voyage vers un moment où la vie semblait plus simple, et pourtant, maintenant qu'elle se tenait devant moi, elle était bien plus compliquée. Le destin nous a réunis une fois de plus et je ne peux m'empêcher de me poser des questions, était-ce la deuxième chance que j'attendais sans le savoir? L'année 1947 n'a pas été une année particulièrement marquante pour le monde, ni pour les habitants du Royaume-Uni. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont regardé en arrière et qui ont dit « C'était une bonne année, une très bonne année. » Mais pour beaucoup, ce fut une année comme les autres. Il y a eu des naissances, dont un certain nombre dans la pauvreté et la famine, et la loi de la moyenne a voulu qu'un nombre égal de personnes meurent peut-être de cette même pauvreté et de cette même famine. En octobre, les soviétiques lancent le premier satellite en orbite et le mot « Spoutnik » entre dans toutes les langues. Ce fut un choc pour tous les pays développés, en particulier les Américains, car personne ne pensait que les Russes disposaient de la technologie nécessaire pour réaliser cet exploit. Nous avons tous vieilli d'un an, même si certains, comme ma mère, ont fêté leur anniversaire et sont résolument restés à 35 ans, ignorant le fait qu'elle était née en 1911. L'existence spartiate que nous avions connue dans ces îles pendant la Deuxième Guerre mondiale et immédiatement après s'était détendue et notre famille, comme beaucoup d'autres, jouissait d'une vie plus confortable. Notre Premier ministre nous avait dit que nous n'aurions jamais été aussi bien lotis. À l'époque, dans notre innocence, nous avions tendance à croire les politiciens, plus tard, les écailles nous tomberaient des yeux. Pour l'instant, nous avons adhéré à ce fantasme. La plupart des familles disposaient désormais d'une télévision et d'un réfrigérateur, et si c'était là le critère de jugement, nous étions effectivement mieux lotis. Il y avait des emplois pour tous ceux qui voulaient travailler et des allocations d'État pour ceux qui refusaient cette activité. Les syndicats ont déployé leurs muscles pour introduire les principes socialistes dans l'industrie. Ils se battaient pour ceux qu'ils appelaient « les travailleurs », ce qui impliquait que quiconque n'était pas syndiqué était un tir-au-flanc ou un parasite, voire les deux. Paradoxalement, les « travailleurs » passaient plus de temps à ne pas travailler, car leurs délégués syndicaux les appelaient souvent à faire grève pour les raisons les plus futiles. Le conflit entre les travailleurs et la direction était une bataille permanente qui n'en finissait pas, garantissant des années plus tard la disparition presque complète de l'industrie britannique. Si nous étions si heureux, c'était le paradis des imbéciles. Mais pour l'instant, nous nous prélassions au soleil. Ce fut donc une surprise lorsque mon père annonça que la famille partait pour une semaine de vacances. La surprise, c'est que j'en faisais partie. Quand j'étais jeune, nous avions des vacances en famille. Une semaine ou deux dans l'ouest du pays, en train, avec un hébergement dans une « maison d'hôte », un euphémisme. Une pension de famille était un tout petit peu au-dessus d'une pension de famille. Le mobilier était de meilleure qualité, mais les règles étaient les mêmes, quel que soit le temps, vous deviez partir dans la journée et ne pas rentrer avant 17 heures. Le lit, le petit déjeuner et le repas du soir étaient fournis, il n'y avait pas de tôt le matin ou dans l'après-midi. Pour moi, le voyage en train a été le point culminant. Nous avons voyagé dans le Cornish Riviera Express, le train de la Great Western, qui est devenu en 1848 la Western Region de British Railway. À l'époque, il était encore tiré par une locomotive à vapeur, une King ou une Castle, d'un verre Brunswick étincelant, avec des garnitures en laiton et des cuivres brunis qui scintillaient à la lumière. Il était censé rouler sans arrêt jusqu'à Truro, en Cornouailles, mais il s'arrêtait à Plymouth. Pas dans la gare, mais juste à l'extérieur, pour que le moteur puisse être changé. Les Kings et les
Castles, étaient trop lourds pour le pont Royal Albert qui enjambe la Tamar, ils ont donc été remplacés par une autre locomotive plus légère. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que pendant les vacances, il y avait au moins 3 ou 4 trains qui quittaient Paddington en l'espace d'1 heure et demie, tous appelés The Cornish Riviera Express. Cela a un peu entamé la fierté de voyager à bord de ce train spécial. Au milieu des années 50, mon père a pris un nouvel emploi et a déménagé toute la famille de la région de Londres vers les Midlands. Son poste lui permettait également de disposer d'une voiture de fonction pour son usage privé et professionnel. Ainsi, en tant que famille propriétaire d'une voiture, l'excitation du Cornish Riviera Express était désormais de l'histoire ancienne. Pendant les 3 ou 4 années précédentes, mes parents avaient profité des offres de vacances à forfait en plein essor et étaient partis en Espagne ou en Italie avec ma jeune sœur. Je restais à la maison avec un pot de vin en liquide de mon père pour m'assurer que je mangerais correctement pendant les 2 semaines de leur absence. Je ne pensais pas qu'il me rejetait, c'était probablement parce qu'il ne savait pas quoi faire d'une jeune adolescente à l'époque. Aujourd'hui, il semblerait qu'à 18 ans, je sois à nouveau une compagnie acceptable. Ces 3 dernières années m'avaient transformé d'une bande de garçons d'1,90 m en un homme d'1,90 m à l'allure relativement décente, aux cheveux châtains foncés et au visage que l'on pourrait qualifier de raisonnable plutôt que de beau. L'hôtel était assez grand et disposait de la plupart des équipements que l'on pouvait attendre. Il était situé sur un promontoire appelé Dadiolplain. Il surplombait la baie et la ville. J'ai supposé, d'après l'aspect de l'endroit, qu'il avait été la demeure palatiale d'un homme riche et qu'il avait été transformé en hôtel avec des extensions pour les chambres et les salles de réception. La conversion s'était faite au coup par coup, si bien qu'il était difficile de s'y retrouver, car les couloirs qui semblaient aller dans la bonne direction prenaient un virage soudain et vous conduisaient à un endroit où vous ne vouliez pas vous trouver. Mes parents et ma sœur avaient des chambres au premier étage, là où se trouvaient les meilleures chambres. Ma sœur a obtenu une de ces chambres pour qu'il puisse garder un œil sur elle, elle n'avait que 11 ans à l'époque. J'avais une chambre simple au 3e étage. Pour y accéder, je prenais l'escalier principal jusqu'au premier étage, je marchais dans le long couloir, puis je montais un autre escalier, moins grand, jusqu'au 2e, où je devais refaire le chemin inverse du premier étage jusqu'à un autre escalier, encore plus petit, qui me mènerait à mon étage. La chambre avait un plafond pittoresque, incliné dans les limites d'un pignon. De la fenêtre, j'avais une vue intéressante sur les toits et les jardins, mais je n'apercevais rien qui ressemble de près ou de loin à une plage ou à la mer. Il y avait un lavabo avec eau chaude et froide dans la chambre, mais pour tout autre besoin, je devais aller dans le couloir. L'idée d'une salle de bain était inconnue dans la majorité des hôtels du Royaume-Uni. Cela a fini par changer, avec des conséquences désastreuses pour les hôtels qui ne se sont pas adaptés. La disparité des logements ne me dérangeait pas, j'avais un peu d'intimité pour m'adonner à tout ce que mes hormones d'adolescente pouvaient découvrir pour moi. Il se trouve que je n'ai pas eu à chercher, l'aventure, sous la forme d'une femme, est venue me chercher. Nous n'avions pas réservé depuis plus de 3 heures lorsque, en explorant l'hôtel, j'ai été abordé par 2 jeunes et jolies filles. L'une d'elles devait avoir une vingtaine d'années, était brune, mince et portait l'uniforme d'une femme de chambre d'hôtel. Elle avait une attitude espiègle, flirteuse et taquine. L'autre était plus jeune, plus proche de mon âge, avec encore un peu de graisse de chiot, mais néanmoins très séduisante. Ses cheveux étaient assez longs et d'une teinte que l'on qualifiait parfois de blond sale. Bien qu'elle n'ait pas les ruses de la femme de chambre, son sourire était très agréable. La plus âgée s'adresse à moi. « Bonjour, vous venez d'arriver. Quel âge avez-vous » J'ai été choqué par cette question directe, si bien que j'ai répondu sans réfléchir. « J'ai 18 ans. » Ai-je vu de la déception dans ses yeux ? Probablement pas, mais la plus jeune avait l'air contente. C'est la plus âgée qui m'a annoncé mon destin. « Oh, eh bien tu es la sienne. » Elle me l'a dit sans embâche. Je fus déconcerté par cette déclaration audacieuse, mais je n'eus pas le temps d'y réfléchir. Au cours des heures qui ont suivi, j'ai compris qu'elles avaient un accord concernant tout jeune homme célibataire qui venait à l'hôtel. C'était inhabituel à l'époque où les jeunes femmes étaient beaucoup plus timides qu'aujourd'hui. J'ai appris plus tard que le bassin versant avait 20 ans. Au-delà, c'était la femme de chambre, Lisa, âgée de 22 ans, qui devenait votre amie, en deçà de 20 ans, c'était Marilyn qui vous tenait compagnie. C'est ainsi que j'ai été confié à Marilyn pour la durée de mon séjour. J'étais assez satisfaite de cet arrangement. Elle n'avait pas l'attitude audacieuse de Lisa, et moi non plus d'ailleurs, mais une fois les premiers pas effectués, nous bavardions joyeusement et planifions les moments que nous allions passer ensemble. C'est alors qu'elle m'a dit qu'elle n'abordait pas tous les jeunes hommes qui venaient à l'hôtel, mais seulement les plus beaux. Lisa semblait être la meneuse et Marilyn suivait. J'étais flatté. L'une des premières choses qu'elle a voulu savoir, c'est mon nom. J'ai entendu ton père t'appeler Dal, mais ce n'est sûrement pas ton vrai nom. Ce n'est pas le cas. J'ai répondu.
Mon nom s'écrit D-A-L-Z-E-I-L. Il se prononce Dayel avec un Y très doux et maman l'a choisi parce qu'il ne pouvait pas être raccourci facilement. Curieusement, elle a été la première à l'abréger en m'appelant Dal. C'est ainsi que tout le monde m'appelle maintenant. Marilyn réfléchit. J'aime bien Dalzey, ça fait très romantique, alors si ça ne te dérange pas, je t'appellerai comme ça. J'aime bien que mon petit ami ait un nom romantique. Petit ami? Nous venions à peine d'être présentés. Si j'ai pensé que c'était une façon inhabituelle d'arranger les choses, cela ne m'est pas venu à l'esprit. Ce que j'ai pensé, c'est qu'en tant que son petit ami, bien que temporaire, j'avais des droits d'exploration et que découvrir ou même découvrir ses seins était l'objet de cette exploration. Oui, j'avais 18 ans et mes priorités étaient alors d'une nature très élémentaire. Il s'est avéré que Marilyn avait également 18 ans, qu'elle était la fille du propriétaire de l'hôtel et qu'elle avait vécu à Torquay toute sa vie, ce qui fait qu'elle connaissait bien la région. Nous sommes allés plusieurs fois au cinéma, nous avons marché main dans la main sur le front de mer, nous avons bu des cafés douteux dans divers cafés et nous sommes même allés nager dans la mer par une journée exceptionnellement chaude. La voir en maillot de bain, surtout lorsqu'il était mouillé, était très excitant, ce qui a nécessité un autre plongeon dans l'eau froide. Il n'a pas fallu longtemps pour que j'aie le droit de l'embrasser et nous avons tous les deux trouvé cette occupation très agréable. Je suis sûr que la plupart des jeunes hommes de l'époque se souviendraient de la première fois qu'ils ont caressé un sein, ce que j'ai certainement fait lorsque Marilyn m'en a donné la liberté. C'était une expérience grisante et mon corps réagissait comme on pouvait s'y attendre. Mais c'était toujours en dehors de ses vêtements. À l'époque, les filles bien élevées étaient endoctrinées par des mises en garde contre le fait d'être rapide ou lâche, et les terribles conséquences de laisser un garçon aller trop loin. Je ne me suis pas arrêté pour demander si c'était normal pour ces amitiés, j'étais trop occupé à apprécier l'expérience. Au fil des jours, nos baisers et notre intimité se sont intensifiés jusqu'à ce que je puisse enfin insinuer ma main dans son soutien-gorge et toucher ses merveilleux globes chauds et doux. J'étais tellement ravi d'avoir enfin réussi à toucher les seins nus d'une fille que toute idée de faire en sorte que l'expérience soit bénéfique pour elle m'était sortie de l'esprit. Marilyn m'a subtilement rappelé que cette exploration était destinée à nous deux. Marilyn était cependant trop timide pour explorer la bosse naissante dans mon pantalon. En tant que fille du propriétaire, elle avait accès à des pièces qui n'étaient normalement ouvertes qu'à l'occasion de réceptions. Elle ne voulait pas venir dans ma chambre, même si je la suppliais. C'est ainsi que nous avons pu utiliser une petite salle à manger qui ne servait qu'occasionnellement. Elle n'était pas assez grande pour accueillir tous les clients, sauf en cas d'affluence. Dans cette salle, nous pouvions être ensemble sans être dérangés. C'est là que j'ai réussi à persuader Marilyn de déboutonner son chemisier et de soulever son soutien-gorge. Pour la première fois, j'ai pu voir en chair et en os ces merveilleuses protubérances qui allaient me fasciner pour le reste de ma vie. Je les ai manipulées et caressées, je les ai embrassées et sucées. C'était le paradis. J'étais intrigué par le fait que Marilyn appréciait également l'expérience et apprenait une leçon qui me serait très utile. Les filles aiment être caressées sans se presser. J'ai également appris une autre leçon, à savoir que pour un homme, trop de sensations sur une période trop longue peut entraîner des douleurs dans l'aine. Nous étions jeunes et nous apprenions ensemble. Je n'étais pas non plus autorisé à déplacer ma main le long de sa jambe plus loin que le haut de ses bas. C'était en 1957, les collants n'avaient pas encore été inventés. Et la personne qui a inventé ces tueurs de passion devrait être pendue, tirée et écartelée. Au départ, il s'agissait de deux jeunes gens qui profitaient l'un de l'autre pour explorer le monde merveilleux qu'un homme et une femme pouvaient créer ensemble. Mais pendant ce temps, une autre émotion s'est glissée dans la situation. J'ai appris à l'aimer et elle a appris à m'aimer. C'est ainsi que nos baisers ont été donnés et reçus avec une émotion que ni l'un ni l'autre ne comprenions vraiment. Néanmoins, le fait que l'émotion soit présente rendait les baisers plus doux. Pour reprendre les paroles de la chanson à succès de Jimmy Rogers cette année-là, Kiss Sweeter Than Wine, les baisers sont plus doux que le vin. J'ai bu le vin, il était doux et j'aimais l'effet enivrant. Le temps que nous avions passé ensemble touchait rapidement à sa fin. La veille de mon départ, Marilyn était très contrariée, tout comme moi. De temps en temps, ses yeux devenaient très humides et de petites larmes s'accumulaient dans les coins et je devenais moi aussi émotif, mais les jeunes hommes ne pleurent pas. Nous étions dans la petite salle à manger et nos câlins et baisers étaient devenus très passionnés. J'ai été autorisé à déplacer ma main au-delà du haut de ses bas pour caresser la chair douce et chaude juste sous le ciel. Le diable en moi me poussait à aller plus loin, le bon ange me mettait en garde. J'ai écouté le bon ange non sans de nombreuses réticences. Au Royaume-Uni, l'âge du consentement est de 16 ans, mais j'étais certain que Marilyn n'était pas prête à franchir cette étape. Je n'avais jamais été aussi loin avec une fille. En guise de cadeau d'adieu, Marilyn m'a offert un petit médaillon avec une photo d'elle. C'était un médaillon en plastique bon marché, mais l'idée qui le sous-tendait me remplissait de sentiments chaleureux.
Sur les instructions de mes parents, j'ai fait mes bagages pour le voyage de retour ce dernier soir. J'ai dormi en rêvant de Marilyn. J'ai été réveillé le matin par un coup frappé à la porte. Pensant que ce pouvait être Marilyn, j'ai ouvert la porte, vêtu seulement de mon pantalon de pyjama. Ce n'était pas Marilyn, mais Lisa. J'avais beaucoup vu Lisa à l'hôtel, elle était très amicale et encourageait ma relation avec Marilyn. J'ai du thé pour vous. Elle m'a dit. Puis-je entrer? Mes parents avaient commandé un thé matinal pour eux, mais pas pour moi, alors Lisa enfreignait un peu les règles. Oui, bien sûr. J'ai répondu un peu timidement, car je ne portais pas grand-chose. Lisa est entrée avec un plateau dans une main et a fermé la porte derrière elle. Elle a regardé mon pantalon. Je pense que Marilyn a été un peu injuste avec toi, en te faisant tant de soucis et en te laissant comme ça, dit-elle en montrant mon malaise. Je m'exécutais, attendant curieusement de voir ce qu'elle avait en tête. Lisa a doucement ajusté mon pyjama. Oh, c'est quelque chose. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement, après tout, c'était la première fois que quelqu'un se montrait aussi attentionné à mon égard, et Lisa semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Lorsque nous avons eu terminé, je me suis allongé, me sentant agréablement engourdi. J'en avais entendu parler, mais je n'aurais jamais pu imaginer que cela m'arrive. Elle a mouillé un mouchoir en papier pour m'essuyer. Tiens, ça devrait m'aider, dit-elle en souriant, tout en se servant du thé. Manifestement, le thé ne m'était pas destiné. Je me suis levé, oubliant que mon pyjama était encore déboutonné. Il a glissé et je me suis retrouvé nu devant elle. Elle a souri en me regardant essayer maladroitement de le remettre, et mon visage a rougi d'embarras. Non, dit-elle. Ne t'inquiète pas. Vous serez surpris de ce que j'ai vu. Ces hommes âgés et stupides qui pensent que je serai impressionné par leur nudité. Mais vous, jeune homme, vous êtes certainement plus agréable à regarder. Je devrais vous apporter du thé tous les matins. Plus tard, je me suis demandé comment ma matinée aurait été différente si cela s'était produit. Marilyn m'a salué depuis une fenêtre du premier étage lorsque je suis monté dans la voiture. J'avais une boule dans la gorge et je suis resté très silencieux pendant la plus grande partie du voyage de retour. Chapitre 2. Nous avions promis d'écrire et nous l'avons fait. Chaque semaine apportait une lettre de Marilyn et je répondais environ toutes les 2 semaines. Écrire des lettres n'était pas un problème, c'était ce qu'on y disait qui taxait les processus mentaux et je n'arrivais jamais à trouver quelque chose à dire. Mais, comme c'est le cas dans la vie, les lettres sont passées progressivement à une toutes les 2 semaines de la part de Marilyn, puis à 3 semaines, puis à une fois par mois, puis plus rien. J'étais autant à blâmer qu'elle, car j'avais écrit moins souvent que Marilyn. Ce n'est pas que je ne voulais pas poursuivre la correspondance, mais comme il y avait peu de chances de voir Marilyn avant un certain temps, voire jamais, il semblait que cela ne servait à rien. Je ne sais pas si c'était à cause de la rareté de mes lettres ou si elle avait trouvé un autre jeune homme visitant l'hôtel pour lui tenir compagnie. Quoi qu'il en soit, le contact, aussi fugace qu'il ait été, est tombé à l'eau. L'année suivante, Frankie Vaughan a également enregistré « Kiss Sweeter Than Wine » et chaque fois que je l'ai entendu, j'ai ressenti un moment de mélancolie pour les jours que j'avais passés avec Marilyn. Ma vie a continué, la question à l'époque était de savoir si je devais aller à l'université. Mes parents y étaient très favorables. De mon côté, je savais que je perdrais du temps et de l'argent. Je doutais que j'obtienne ne serait-ce qu'un petit diplôme. L'éducation m'ennuyait. Les choses bougeaient et il y avait de bons emplois disponibles pour tout le monde, avec ou sans diplôme. Cela dit, mon premier emploi a été une erreur dès le départ. Je me suis vite rendu compte que la partie « stagiaire » du contrat avait été discrètement oubliée par la direction et que je n'étais qu'une simple assistante de rayon. J'ai quitté l'entreprise au bout de 10 mois et j'ai accepté un poste d'assistante du directeur des ventes d'une société de transport lourd. Mon père avait tiré quelques ficelles pour m'amener là, et pour être honnête, j'aurais préféré qu'il ne s'embête pas, mais je ne le lui ai jamais dit. Le directeur était l'un des pédagogues les plus égocentriques, les plus bruyants et les plus égoïstes que l'on puisse rencontrer. Selon lui, il ne s'était jamais trompé, et il savait mieux que n'importe quel expert quel que soit le sujet. Il se vantait de ses excellents états de service pendant la guerre, mais l'un de nos représentants, qui avait été commando pendant la guerre et ne s'en vantait pas, traitait les vantardises du directeur avec cynisme. Vous vous demandez peut-être comment il est arrivé à ce poste. Il y était parce qu'il connaissait quelqu'un. C'était le système typique de l'industrie britannique de l'époque, connaître les bonnes personnes et vous obtenez le poste le plus élevé. La question de savoir si vous étiez compétent ne se posait pas. Face à des patrons incompétents, les syndicats ont découvert qu'ils pouvaient rouler tout le monde, ce qui n'est pas étonnant que la base industrielle britannique se soit effondrée. Bien sûr, l'ironie du fait que j'étais là parce que quelqu'un tirait les ficelles m'a échappé, de toute façon, je n'étais pas en position de créer le succès ou l'échec.
Insatisfait, j'ai regardé autour de moi et j'ai fini par trouver le poste qui me convenait. Je suis allé travailler comme représentant commercial pour l'un des plus célèbres producteurs de textiles ménagers. Ma nouvelle entreprise tenait à ce que ses représentants aient une connaissance approfondie des techniques de tissage et d'impression des tissus. À cette fin, elle envoyait le nouveau venu suivre un stage au cours duquel il découvrait tout le travail nécessaire à la fabrication d'un mètre d'étoffe. Cette initiation durait 6 mois, entrecoupée de formations sur le terrain. J'ai trouvé ces visites fascinantes et j'ai beaucoup appris. Mon intérêt était tel que je me suis inscrite, de mon propre chef, à un cours du soir à l'université sur la technologie du tissage. J'avais trouvé mon créneau dans la vie. J'étais très occupé, je travaillais et je suivais des cours à l'université, j'apprenais tout le temps. J'ai toutefois trouvé le temps de me marier, même si je n'avais pas vraiment le choix. Il s'agissait d'un mariage forcé, car la fille en question était enceinte à l'époque. Jane, ma femme, était une fille très séduisante qui a d'abord fait preuve d'une libido active, d'où la grossesse. Lorsque nous nous sommes installés dans notre vie de partenaire et de parents, son attitude a changé et elle s'est retrouvée sous l'emprise de sa mère. Peu importe que j'ai un bon travail, qu'en travaillant dur, je progresse. Ce n'était jamais assez bien pour elle, ou plutôt pour sa mère. La vie était déjà assez difficile sans la redoutable belle-mère. Notre vie amoureuse est devenue spasmodique et lorsque j'avais droit au plaisir physique, c'était uniquement de nature religieuse. Mon père s'est vu proposer un emploi très prestigieux qui l'amènerait, lui et ma mère, à déménager dans le Nord. J'avais des sentiments mitigés quant à leur départ, mais comme papa le disait, le Lancashire n'était pas très loin et ils reviendraient souvent pour voir toute leur famille. Jane, ma fille Sarah et moi-même leur rendions visite de temps en temps, mais il n'y avait aucune relation entre Jane et mes parents, même s'ils aimaient voir leur petite fille. J'ai travaillé dur pour mon employeur pendant 6 ans et, après avoir postulé sans succès à une promotion, j'ai fait le point et réfléchi à mon avenir. Les possibilités d'avancement étaient rares, et comme j'avais échoué une fois, la probabilité d'une autre chance était minime. Par chance, j'ai été contacté par un grossiste du même secteur qui m'a proposé un poste. Fait amusant, mon nouvel employeur était prêt à me payer plus que ce que j'aurais obtenu si j'avais réussi ma promotion. La vie a suivi son cours habituel, semé d'embûches. Mon nouveau travail se passait bien et j'étais récompensé par plus de responsabilités et une augmentation de salaire. Dans ma vie privée, les choses n'allaient pas si bien. Ma femme et moi ne nous entendions pas. Nous ne nous parlions pas et notre vie amoureuse, pour ainsi dire, était nulle. La seule discussion sérieuse que nous avons eue a été de convenir que notre mariage était une erreur et nous avons décidé de nous séparer. Cela aurait dû être simple, mais pour une raison ou une autre, sa mère a voulu faire de moi le bouc émissaire, en essayant de prouver que j'avais été infidèle. J'ai découvert qu'elle avait commencé à téléphoner à mes clients pour leur demander si j'avais réellement passé les appels indiqués dans mon rapport. Mes dossiers clients et les copies de mes feuilles de rapport étaient classés à la maison et donc facilement accessibles. Je n'avais rien à cacher et je ne les ai donc pas dissimulés. C'est mon directeur des ventes qui a attiré mon attention sur cette affaire, car il avait reçu des appels demandant pourquoi cette madame Amerton posait ces questions. Mon avocat a envoyé une lettre de menace à l'avocat de ma femme, qui a rapidement conseillé à ma belle-mère de cesser ce harcèlement. Le divorce s'est ensuite déroulé rapidement. La famille de Jane était riche et la maison lui appartenait, de sorte que je n'avais pas de pension alimentaire à verser, mais seulement une pension pour ma fille, Sarah. Ma belle-mère, loin de noircir mon nom, avait en fait affaibli sa position. Bien que Sarah ait vécu avec sa mère, mon avocat s'était battu longuement et durement pour que j'obtienne un droit de visite. Ma belle-mère était furieuse quand il a réussi et j'ai fait en sorte d'utiliser tous les créneaux de visite possibles, probablement plus pour contrarier la vieille sorcière qu'autre chose. Son attitude n'a eu aucun effet car Sarah était toujours heureuse de me voir, notre relation s'est renforcée et, plus tard, le tribunal a modifié les conditions pour que Sarah puisse passer 2 week-ends par mois chez moi. J'ai trouvé un bon appartement à louer et je suis redevenu un homme seul. Étrangement, je n'étais pas trop aigri, l'attitude de ma femme, par procuration de l'attitude de sa mère au fil des ans, m'avait averti que cela pouvait arriver, et que mieux valait prévenir que guérir. J'étais désormais libre de poursuivre ma vie, même si les circonstances de ma libération n'étaient pas idéales. En tant que célibataire, j'ai décidé de trouver du plaisir partout où je le pouvais. C'est ce que j'ai fait et il y avait pas mal de jeunes femmes qui étaient heureuses de m'aider à siroter les plaisirs de la vie. Je ne me décrirais pas comme un joueur, mes associations étaient généralement assez longues, en moyenne 4 ou 5 mois. J'étais certain d'une chose. Mes amants étaient les bienvenus pour une nuit ou un week-end, mais dès qu'ils commençaient à utiliser ma garde-robe sur une base plus que quotidienne, ou que leur brosse à dents s'installait de façon plus ou moins permanente dans ma salle de bain, ils partaient. Pendant 3 ans, mon monde s'est déroulé de cette manière agréable et légèrement irresponsable. J'ai travaillé dur et j'ai pris mon plaisir,
tout en apprenant au fur et à mesure. Les leçons m'ont ouvert les yeux et, en plus, ont été très agréables, car j'ai appris à plaire à une femme. Mon aventure avec Marilyn ne m'avait pas vraiment appris cette précieuse leçon et ma femme, une fois mariée, n'envisageait pas de faire quoi que ce soit que sa mère jugerait immoral. J'ai donc eu un régime de rapports sexuels missionnaires peu fréquents, avec extinction des feux avant la fin. Pendant un certain temps, après mon divorce, j'ai eu une aventure avec une femme plus âgée, elle avait 48 ans et moi 32. Aux yeux du monde, c'était une femme élégante et raffinée, qui s'exprimait bien, était bien habillée et avait de bonnes manières. Cependant, une fois nue et au lit, elle se transformait en animal. Elle m'a beaucoup appris, généralement dans le langage le plus grossier, en me disant exactement ce qu'elle voulait avec son ton de grande bourgeoise. Ses appétits dépassaient ce que la plupart des gens considéraient comme normal. Certains de ses désirs me choquaient même parfois, des activités que la plupart des gens qualifieraient de dégoûtantes. Ces délicieux intermèdes avec elle étaient certainement intéressants et instructifs. J'aurais aimé penser que j'étais le seul à profiter de ses charmes, mais je soupçonnais que je n'étais pas le seul. À peu près à la même époque, l'entreprise pour laquelle je travaillais a nommé un certain Jerry Porter au poste de directeur général. Jerry était une bouffée d'air frais dans un secteur qui, dans une certaine mesure, était figé. Il avait l'idée révolutionnaire que les clients étaient importants. Nous vendions nos produits principalement par l'intermédiaire de fournisseurs de tissus d'ameublement et de décorateurs d'intérieur. Lorsque des plaintes étaient déposées pour des tissus défectueux, un jeu se jouait, le fabricant de meubles mou nous rejetait la faute, tandis que nous la rejetions sur le fabricant de meubles mou. L'industrie dans son ensemble jouait ce jeu en pensant que le client finirait par en avoir assez et s'en irait. Mon nouveau médecin voulait changer cela. C'est à ce moment-là que mon initiative de suivre ses cours à l'université a porté ses fruits. Il m'a convoqué pour discuter de ses projets. Lorsque votre patron, le grand patron, vous convoque, vous pensez immédiatement que vous avez fait quelque chose de mal. Je n'étais pas différent. J'ai commencé à examiner mon travail des dernières semaines. Mon taux d'appel était-il acceptable? Mon taux de commande était-il bon? Puis j'ai réfléchi à tout ce qui pouvait me conduire à me retrouver sur le tapis. J'ai eu une surprise. Il voulait faire de moi notre représentant technique. Mon travail consisterait à examiner chaque plainte de manière factuelle et à faire des suggestions sur la manière dont la plainte pourrait être résolue si notre tissu était jugé défectueux. Je n'aurais plus de territoire de vente. En outre, il voulait que je rende visite à tous nos fournisseurs et que j'évalue minutieusement leur méthode de contrôle de la qualité. Nous achetions des tissus dans le monde entier. Nous avions des fournisseurs aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde, en Australie, bien sûr, dans la plupart des pays d'Europe. Il me donnait l'occasion de devenir un globe-trotter aux frais de l'entreprise. Vous, Dal, avez plus de connaissances techniques que n'importe qui d'autre dans cette entreprise. Je suis heureux que vous n'ayez pas non plus de compétences commerciales, sinon vous seriez probablement assis dans mon fauteuil. Je lui ai souri. Je pourrais les apprendre. Jerry m'a rendu mon sourire. Je vous licencierai avant que vous ne deveniez aussi compétent. Il poursuit. Je veux que vous soyez totalement honnête avec le client. S'il s'agit d'un défaut, dites-le et mettez immédiatement en place des mesures pour y remédier. Si vous dites que nous devons remplacer le tissu et payer les frais de confection, nous le ferons. Si vous dites que la plainte est fallacieuse, nous vous écrirons en joignant une copie de votre rapport. Je pense qu'en traitant les choses de cette manière, nous gagnerons beaucoup de respect dans le commerce, et nos clients de la grande distribution pousseront nos produits, sachant que nous les soutiendrons. Il avait raison. Au fur et à mesure que la nouvelle faisait le tour du commerce, notre part de marché a augmenté, car les détaillants étaient intéressés par le fait de travailler avec un fournisseur qui assumait ses responsabilités. Nous n'avons pas eu beaucoup de plaintes, mais les quelques-unes qui ont été déposées ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Lorsque le client recevait la visite d'un représentant de la société fournisseur, armé d'un appareil photo, d'un verre de comptage de fils, un petit instrument optique permettant d'examiner et de compter les fils dans le tissage, de carnets de notes et d'un mètre ruban, il était heureux de voir que quelqu'un le prenait au sérieux. Il est amusant de constater que cette mascarade a fonctionné dans les deux sens, car le rejet de la plainte a été accepté plus facilement parce qu'elle avait fait l'objet d'une enquête approfondie. Je me suis également familiarisé avec la fabrication de frais et j'ai pu repérer le détaillant qui essayait de nous faire passer des frais exorbitants afin d'alléger son facteur de coût. Comme je devais désormais travailler au bureau, j'ai donné congé à mon propriétaire et j'ai déménagé pour me rapprocher du siège social, qui se trouve sur la côte sud. J'étais reconnaissante de l'augmentation de salaire, car le loyer dans cette région était beaucoup plus cher. J'ai beaucoup voyagé pendant 3 ans dans le cadre de ce nouvel emploi, j'ai été cuite dans la chaleur de l'Australie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, et j'ai découvert l'Europe. Mes voyages m'ont donné l'occasion de séduire et d'être séduit par des filles de différentes couleurs et traditions et, oui, j'ai rejoint l'une d'entre elles,
en Afrique du Sud comme nulle part ailleurs. J'ai également découvert que les Chinoises ne sont pas construites différemment, comme certains voudraient le faire croire, qu'elles ont un bon appétit et qu'elles rient beaucoup pendant les rencontres. Il était étonnant que deux personnes parlant à peine la langue de l'autre puissent néanmoins indiquer par des gestes et des actions le désir d'aller au lit ensemble. Les cris d'extase sont les mêmes quelle que soit la langue. J'ai adoré l'Australie et les États-Unis. Leurs cultures ont été un tel choc après le Royaume-Uni. Ils étaient si ouverts et heureux. Et puis il y avait les filles, si belles et aussi désireuses que moi de s'adonner au jeu de la chambre. Je profitais de ma vie, mais malgré tout, au fil des années, en voyageant et en goûtant aux douces saveurs de la vie sensuelle, j'ai commencé à aspirer à une femme, cette femme spéciale avec laquelle je pourrais me connecter à tous les niveaux et marcher côte à côte pour le reste de ma vie. Pendant tout ce temps, j'ai fait en sorte d'être de retour au Royaume-Uni pour voir ma fille pendant mes week-ends. C'était un plaisir de voir Sarah régulièrement et de la voir grandir. Elle avait 5 ans lorsque sa mère et moi avons divorcé, et au fur et à mesure qu'elle passait du statut de petite fille à celui d'adolescente, elle développait un caractère qui lui était propre et ne se contentait pas d'être le reflet de sa famille. Elle était une version plus jeune de sa mère, ce qui était une bonne chose car Jane était une jolie femme, mais Sarah avait un trait de caractère qui me plaisait énormément, elle n'aimait pas sa grand-mère, qu'elle appelait Navia et Racaille. Elle était toujours intéressée par mes voyages et m'écoutait bouche bée quand je lui racontais les endroits où j'étais allé et les gens que j'avais rencontrés. Je ne parlais évidemment pas de mes liaisons sexuelles, même si elle posait parfois des questions assez pointues. Comme si j'allais parler de ma vie sexuelle à ma fille de 11 ans. Non, pas du tout. Les voyages ont cessé lorsque la société a accueilli un nouveau directeur du marketing, Martin Clark, au sein de son conseil d'administration. Il a décidé de rendre visite à nos fournisseurs pour s'assurer que la qualité des produits que nous achetions était irréprochable. Je me suis vite rendu compte que s'il connaissait les stratégies de marketing, il ne comprenait rien à la technologie textile. Je l'ai compris après une brève conversation avec lui, lorsque j'ai évoqué le problème des lisières serrées. Il est resté bouche bée. Génial, me suis-je dit, c'est-il vraiment ce qu'il faut chercher? Il était évident qu'il souhaitait profiter des plaisirs du voyage, qu'il soit ou non qualifié pour le faire. Le médecin était également dubitatif, mais il avait été écarté par le conseil d'administration. Au lieu de cela, il m'a dit en toute confiance que ma position deviendrait sans aucun doute plus importante à mesure que nos fournisseurs comprendraient qu'ils pouvaient faire passer toutes sortes d'inepties au directeur du marketing. Il m'a donc donné carte blanche pour examiner toute livraison de tissus, d'où qu'elle vienne, et le droit de rejeter tout ce que je jugeais non conforme aux normes. Je disposais désormais de mon propre département et d'un laboratoire équipé pour tester scientifiquement le tissage du tissu, vérifier sa résistance à la traction et la solidité de la couleur des teintures. J'envisageais des batailles royales avec Clark. Je continuais néanmoins à aller enquêter sur les plaintes. Un jour d'avril, nous avons reçu une plainte d'un détaillant de Torquay. J'ai parlé au propriétaire de l'entreprise, un certain Adrian Moore. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un client qui avait une grande propriété et pour lequel il espérait faire beaucoup d'autres travaux. Il s'agissait d'une tactique habituelle pour faire pression sur moi afin que j'accepte la plainte. Il perdait son temps car il aurait dû savoir que nous serions scrupuleusement honnêtes dans l'examen du problème. J'ai obtenu le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du client, en lui promettant de l'appeler immédiatement. C'est ce que j'ai fait et j'ai convenu avec la dame d'un rendez-vous pour le mardi de la semaine suivante. Je me suis rendu sur place le lundi et j'ai passé la nuit dans un travelling. Au fil des ans, j'avais accumulé une bibliothèque de plans de ville, mais je n'en avais pas pour Torquay. J'ai découvert que l'adresse n'était pas vraiment à Torquay, mais bien à l'extérieur de la ville et qu'elle semblait assez isolée, j'ai donc supposé qu'il devait s'agir d'une propriété assez haut de gamme. Le plan de la rue ne montrait pas la zone réelle, mais avec mon atlas routier habituel, j'ai trouvé l'allée. Un problème a commencé à se poser lorsque j'ai suivi le chemin qui serpentait entre de hautes berges. Il n'y avait pas beaucoup de propriétés, mais celle qui se trouvait là était isolée et toute bien en retrait de la voie. Hormis l'entrée d'une allée qui disparaissait assez rapidement entre des talus de feuillage, aucune ne pouvait être vue de la route. Le problème, c'est que peu d'entre elles avaient un panneau d'affichage. L'heure de mon rendez-vous approchait et je craignais d'arriver en retard. Je me suis donc rendu en voiture à l'une des propriétés pour demander si l'on pouvait m'orienter. La femme qui m'a ouvert la porte semblait être la femme de ménage, mais comme elle était de la région, elle a pu m'orienter. J'avais demandé à Chamesgleb. Elle m'a répondu avec un large accent du Devon. Oh, c'est Monsieur Wilmont que vous voulez. Ce n'est pas loin, mon cher. Continuez à remonter le chemin et vous la trouverez. Cherchez le chêne courbé, il est là, à droite. J'ai pensé que le Bentoak pouvait être un pub, mais quand je suis arrivé à l'arbre, c'était évident. C'était un chêne, mais plié au-dessus de l'allée, formant presque un tunnel. J'ai supposé qu'il était ainsi à cause des vents dominants.
J'ai pris l'allée de droite, longue d'environ 600 mètres, et je me suis garé devant un cottage transformé des plus impressionnants, bien que le résultat ne puisse plus être qualifié de cottage. J'ai sonné à la porte. J'ai attendu un peu et je me demandais si je devais sonner à nouveau lorsque la porte a été ouverte par une femme. « Bonjour, je suis. »« Bonjour Dalzey. » Le choc que j'ai ressenti se lit sur mon visage et la femme sourit. C'est alors qu'un lointain souvenir d'une fille aux cheveux blonds sales, un peu grasse comme un chiot et au sourire plutôt sympathique a déferlé dans ma conscience comme une vague déferlante. Je la connaissais. Bon sang. Marilyn. Chapitre 3. Marilyn s'est retirée pour me laisser entrer. Je marchais un peu comme un zombie qui vient d'être zappé par le rayon de la mort de l'extraterrestre. Elle a gloussé. Eh bien, je n'ai jamais eu cette réaction auparavant. C'est une première pour moi. Le sourire quitta son visage pour laisser place à une expression de froideur. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Je t'ai envoyé lettre après lettre et tu n'as pas pris la peine de me répondre au bout d'un certain temps. Que dire? Nous étions jeunes. L'absence rend le cœur plus tendre, dit le vieil adage, mais quand on est jeune, l'absence de vue, l'absence d'esprit, c'est l'émotion qui domine. Il est intéressant de voir comment ces aphorismes se contredisent. J'ai dit la seule chose que je pouvais dire. Je suis désolé. Je pense que oui. Puis son visage s'est adouci et le sourire est revenu. C'est bon de te revoir, Dal. En fait, j'étais content de la revoir. La graisse de chiot avait disparu depuis longtemps et la silhouette mince qu'elle présentait maintenant était très séduisante. Ses cheveux ne pouvaient plus être qualifiés de mous, ils étaient devenus cette belle et chère nuance qu'on appelle le blond miel. Son sourire était toujours le même, et tout aussi accueillant qu'auparavant. Malgré le choc, et maintenant que j'ai surmonté ma mini-crise cardiaque, je suis heureux de vous revoir, Marilyn. Mais quelque chose m'a intrigué. Savais-tu que c'était moi qui venais? Elle a hoché la tête. Oui, en quelque sorte. Quand vous avez téléphoné, vous m'avez dit votre nom. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce pays qui s'appellent Dalzey Gorton, alors je m'attendais à ce que ce soit toi qui viennes. J'observais la scène depuis l'étage, et lorsque vous êtes sorti de la voiture, j'en étais certain. Je dois dire que cela m'a donné une drôle d'impression et des papillons dans l'estomac de vous voir après toutes ces années. Pas autant que moi quand tu m'as dit bonjour Dalzey. Vous auriez pu dire quelque chose au téléphone. Elle sourit. Je n'en étais pas sûr à l'époque. De toute façon, tu étais si professionnel et il n'y avait aucune chance que tu associes Madame Wilman à la Marilyn que tu as connue il y a toutes ces années. Parce que je n'étais pas certaine, je n'ai rien dit plutôt que de me ridiculiser. J'ai acquiescé. La conversation aurait été confuse au téléphone. Voulez-vous un café? Demande-t-elle. J'en veux bien un. Un fort, s'il vous plaît, avec un peu de lait et un sucre. J'ai besoin de faire battre mon cœur à nouveau. Je l'ai suivi dans le hall jusqu'à une salle de petit déjeuner qui donnait sur les champs en direction de Dartmoor. Asseyez-vous, le café est prêt, je vous l'apporte. J'ai pris place d'un côté de la table. Elle semblait avoir été taillée dans un énorme tronc il y a environ 500 ans, et ses années de polissage lui avaient donné une patine qui ne pourrait jamais être reproduite avec les méthodes modernes. Marilyn revint avec une cafetière de café fraîchement préparée, des tasses, des soucoupes, du lait, du sucre et une assiette de biscuits sablés. Elle a versé le café et m'a passé la tasse, puis s'est assise sur le côté de la table à côté de moi. Elle a levé sa tasse et m'a regardé par-dessus le bord. Je n'arrive pas à croire que nous nous sommes retrouvés. Cela fait combien d'années? Cela doit bien faire 20 ans. 19. J'ai répondu. C'était en 1957. Fantaisie, tu t'en es souvenu mais tu n'as pas pensé à m'écrire. Tu m'as brisé le cœur. Elle souriait. Je ne crois pas, tu es trop beau pour avoir le cœur brisé. J'ai plaisanté et j'ai changé de sujet. Ton père a toujours l'hôtel? Oh non. Il l'a vendu quand il a pris sa retraite il y a des années. Il en a tiré un bon prix et a acheté cet endroit. C'est assez impressionnant, c'est un véritable palais. J'ai fait un commentaire. Je l'aime bien. Il me l'a laissé à sa mort. Je suis ici depuis. Et vous, demandai-je. En tant que Madame Wilman, vous avez évidemment un mari, des enfants? Oui, j'ai eu un mari. Richard. Il est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Oh, je suis désolé. Non, ne le soyez pas. Je m'en suis bien remise maintenant, et pour dire la vérité, il n'a jamais été un bon mari. J'aurais aimé avoir des enfants, mais rétrospectivement, c'était mieux ainsi. Richard aurait été un père terrible. Plus intéressé par mon argent que par moi. J'ai du mal à le croire. Le visage de Marilyn s'illumine d'un sourire. Je vous remercie. Et vous? J'ai fini mon café avant de répondre. Marilyn a rempli ma tasse. J'étais marié,
mais sa mère pensait que je n'arriverais jamais à grand-chose, et elle a fait pression sur Jane pour qu'elle me largue, ce qu'elle a fini par faire. J'ai une fille, Sarah, qui vit avec sa mère. Elle vient me voir un week-end sur 2. Je suis resté célibataire depuis, heureusement. Oh, c'est bien. Une fille a besoin de son père quand elle grandit, mais pourquoi heureusement? Mon travail m'amenait à voyager beaucoup. L'Australie, l'Inde, les États-Unis, etc. Il aurait été difficile pour une femme de se débrouiller seule pendant les semaines où je n'étais pas là. Elle a l'air envieux. C'est fantastique. Vous avez de la chance. Oui, c'était génial, mais c'était un travail difficile. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rendu visite à nos fournisseurs de tissus pour m'assurer que leur contrôle de qualité répondait à nos normes. Vous le faites encore? Non. L'un des directeurs a décidé que c'était à lui de faire ce travail. Je m'occupe de l'aspect technique et je rejette les tissus qui ne répondent pas aux normes. Vous devez donc en savoir beaucoup sur les tissus? Un peu. Mon médecin pense que c'est le cas, mais je dois parfois improviser. Elle rit. Et vous êtes venu ici pour examiner ma plainte. Êtes-vous sûr de pouvoir déterminer quel est le problème? J'ai ri avec elle. Eh bien, je vais essayer. Nous avons bavardé pendant un certain temps, racontant ce qui s'était passé dans nos vies. C'était un très bon moment. Nous sommes rapidement tombés dans une relation facile, parlant et riant ensemble. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Marilyn a écouté mes tentatives maladroites de justification avec un sourire amusé. Finalement, je me suis arrêté et j'ai rougi tandis qu'elle riait de plaisir. Oh dalle. Cela arrive. La probabilité était que nous ne nous serions jamais revus et que l'un ou l'autre aurait fini par arrêter d'écrire. C'était toi, mais je me suis demandé pourquoi j'avais continué alors qu'il y avait peu de chances que nous nous retrouvions un jour. Mais nous nous sommes revus, n'est-ce pas? Elle acquiesce. Oui. Comment appellerais-tu cela? Un heureux hasard? Le hasard? Une coïncidence? Tout cela, je suppose, y compris les affaires. Je suis ici à titre professionnel, alors je suppose que je devrais faire mon travail. Marilyn me conduit au salon. Il est immense. Il mesurait environ 25 pieds de long et au moins 16 pieds de large, avec d'immenses fenêtres à l'avant et à l'arrière. Sur l'un des murs, il y avait une cheminée avec des sièges contre les murs latéraux, de part et d'autre du berceau en fer qui supporterait le feu. Elle m'a montré le problème. Les rideaux étaient très amples et larges. Le tissu était un jacquard à motif médiéval et, dans 2 des largeurs, on pouvait voir une barre d'environ 15 cm de profondeur où la teinture était légèrement plus foncée qu'à l'extérieur. J'ai eu un pincement au cœur. Il s'agissait de ce que nous appelons une barre de perne, où un opérateur de métier à tisser avait permis l'utilisation d'une navette chargée d'une perne contenant du fil provenant d'un lot de teinture légèrement différent. Il s'agissait d'un défaut de fabrication. Les coûts de démontage et de réfection des rideaux auraient été énormes, mais c'est pourtant ce qui nous attendait, à moins que je ne parvienne à convaincre Marilyn d'accepter un dédommagement. Je lui ai expliqué la situation et lui ai dit que, dans l'idéal, les 2 laisses défectueuses devraient être remplacées, si nous disposions encore du bon lot. Si ce n'était pas le cas, il fallait remplacer tout le lot. Elle est d'abord restée bouche bée. Il suffit de les regarder pour savoir ce qui ne va pas. Monsieur Moore n'en avait aucune idée. Il est évident que vous vous y connaissez. Elle a ensuite remis en question mon pronostic. Vous pensez qu'il faut les remplacer? A-t-elle demandé. Y a-t-il une autre solution? C'est possible. Accepteriez-vous les rideaux tels quels, mais avec une compensation? Elle réfléchit. Un peu plus de café, je pense, et elle est retournée dans la salle de petit déjeuner. Une fois que nous nous sommes assis pour boire un nouveau café, elle m'a demandé quel serait le montant de la compensation que nous envisagerions. Vous me mettez dans une position difficile, Marilyn. Comme nous sommes liés depuis des années, je ne devrais pas négocier avec vous. C'est à Monsieur Moore de le faire. Je risque d'en faire trop. Elle a souri. Elle sourit, cela me paraît bien. Donnez-moi une idée de ce que vous proposez habituellement. Environ 30% du prix d'échange. Ce n'est pas beaucoup. Eh bien, Monsieur Moore devrait contribuer en plus de cela. Il a le devoir de vérifier le tissu avant de le couper et de s'assurer qu'il est adapté à l'usage. Elle secoue la tête. Il sera difficile. Je pense qu'il a des problèmes financiers. Il m'a demandé de verser un acompte de 50% avant d'accepter le travail. Les acomptes sont normaux, mais 50%, c'est exagéré. Et si je proposais 40%? Marilyn sirote son café et réfléchit. Je pourrais accepter cela, mais il y a autre chose que je demanderais. Oui. Je voudrais que le technicien de votre entreprise fasse des visites fréquentes pour vérifier que le tissu ne s'use pas trop vite. Je souris. Je souris. Et à quelle fréquence? Au moins une fois par mois pour commencer.
Au moins une fois par mois pour commencer. Peut-être que cela deviendrait plus fréquent après un certain temps. Je me suis levé, je suis allé de son côté de la table, je me suis penché et je l'ai embrassé. Son bras s'est levé et a entouré mon cou, me retenant ainsi. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai fait remarquer que j'étais à bout de souffle. Marilyn souriait largement. Je me demandais quand tu allais m'embrasser. Tu es plus doué que lorsque tu avais 18 ans. Peut-être un autre baiser pour sceller l'accord? Cette fois, ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa langue flirta doucement avec la mienne. Le bras entoura à nouveau mon cou et l'autre s'accrocha à mon épaule. Faire des affaires de cette manière n'était pas dans le manuel, mais c'était très agréable. Nous nous sommes séparés. Cette fois, Marilyn était à bout de souffle. C'est nettement mieux. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ce fut l'un des appels les plus longs que j'ai jamais passés pour résoudre une plainte. Nous sommes allés déjeuner au pub local, The Elder, où Marilyn était bien connue. J'ai été présenté aux propriétaires et aux autres comme un ami de longue date. Ils semblaient accepter que je revienne car ils ont pris le temps de me faire sentir chez moi. Les repas étaient excellents et la bière locale superbe. Je n'ai pas pu en abuser car je conduisais, mais en sachant que je reviendrais, je pouvais me réjouir de goûter à nouveau à cette bière. J'ai pris la route en fin d'après-midi, triste de partir, mais heureux de savoir que je reviendrai très bientôt et que nous partagerons les mêmes délices. Chapitre 4. Mon rapport a été remis au médecin, qui était satisfait du résultat. Nous avons pu reverser une partie de la compensation à l'usine qui avait tissé le tissu, de sorte que le coût pour nous n'a pas été trop élevé. Marilyn a même écrit à la société pour la remercier d'avoir porté une attention rapide au problème et de l'avoir réglé si facilement. Elle nous a indiqué qu'elle allait réaménager le reste de la maison et qu'elle commencerait par examiner nos produits pour voir s'il existait un modèle et une couleur qui conviendraient. Après cette lettre, le médecin m'a convoqué pour me féliciter. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de charme, Dal. Je n'allais rien lui dire. Que cela lui ait aussi donné des munitions auprès du conseil d'administration ne me regardait pas. Je suis allé à Torquay pour voir Marilyn dans le mois qui a suivi notre rencontre et j'ai passé 2 autres week-ends à l'hôtel Travelin, comme auparavant. Dire que nous nous sommes bien entendus est un euphémisme. Je suppose que c'est en partie à cause de notre histoire commune, toutes ces années auparavant, et de la découverte que nous avions tant de choses en commun, d'idées et de valeurs. Nous nous rapprochions sans cesse et, sans en parler, nous nous rapprochions du moment où nous partagerions nos corps. Je n'ai pas pu la voir pendant 6 semaines, car on m'a de nouveau demandé d'aller en Australie. Il semblerait que le propriétaire de l'imprimerie là-bas ait refusé catégoriquement de revoir le directeur du marketing. Jerry, le directeur général, n'a pas voulu m'en donner la raison, bien que les gens d'en bas aient été très véhéments dans leurs commentaires. Il n'est pas payant de jouer les gros bras à ose, et c'est exactement ce qu'a fait Martin Clark. Une semaine après mon retour, j'ai quitté mon travail le vendredi pour me rendre à Torquay. J'avais à nouveau réservé au Travelin pour 3 nuits. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait cela, mais c'est ma conscience qui m'a dicté ma conduite. Après coup, je me suis dit que si je faisais autre chose, j'aurais l'impression de tenir trop de choses pour acquises. Peut-être que ce n'était pas le cas, car Marilyn a fait la grimace quand je lui ai dit où je logeais. Tu continues à faire ça, Dalzey. Je commence à penser que vous ne m'aimez pas. Marilyn, c'est loin d'être vrai. Si je restais ici, je ne résisterais peut-être pas très bien à la tentation. Elle a pris un air malicieux en disant. La porte de ma chambre a une serrure. Elle laissa cette affirmation en suspens pendant un moment. Mais il semble que j'ai perdu la clé. Elle sourit d'un air séducteur par-dessus son épaule et nous conduit à la salle du petit déjeuner. Nous avions prévu de sortir pour un repas, alors elle m'a invité à jeter un coup d'œil sur le terrain pendant qu'elle se changeait. Je savais que la maison était grande, mais le terrain. Immédiatement à l'extérieur de la maison se trouvait un vaste patio avec des parterres de roses et une petite piscine. À partir de là, le terrain s'étendait en pente douce sur environ 400 mètres jusqu'à la limite, qui était une rivière. Dans le champ voisin, je pouvais voir une demi-douzaine de chevaux, mais dans l'ensemble, les pâturages étaient réservés aux moutons et aux bovins. Le bâtiment le plus proche devait se trouver à 1 kilomètre, et il ressemblait à une grange. Alors que je me tenais debout et que j'admirais la vue, tout ce que je voyais était le patchwork de champs si typiques du West Country, éparpillés au hasard sur de petites collines et dans de petites vallées. C'est absolument magnifique. Marilyn est sortie pour me rejoindre et elle était elle aussi absolument magnifique. Elle portait la petite robe noire qui sied à toutes les femmes, mais elle donnait à cette robe une qualité qu'elle n'aurait jamais eue sur une autre femme. Ses cheveux étaient d'un miel lustré. Elle virevoltait. La jupe était coupée de manière à être ample et lorsqu'elle tournait, ses jambes minces et galbées faisaient monter le sang chaud à ma tête et à d'autres parties de mon corps. « Est-ce que je ferai l'affaire » demanda-t-elle en invitant un compliment. « Marilyn, vous êtes ravissante.
Son sourire m'a remercié. Le restaurant où nous sommes allés se trouvait à quelques kilomètres de là, mais il valait la peine d'être visité. La région est fréquentée par de nombreux vacanciers en été, mais c'est l'un des endroits qu'ils ne visitent jamais. Il faut bien connaître la région pour savoir où se trouve le restaurant, mais cela vaut la peine de le savoir. La nourriture était superbe. À tel point que nous nous sommes tous deux concentrés sur la nourriture, la conversation se limitant au moment entre les plats. Enfin rassasiés, mais pas trop, nous nous sommes installés confortablement dans le salon et, avec un pot de café pour remplir nos tasses, nous avons discuté. Marilyn a posé la question qui tue. Tu as aimé Lisa? J'ai dû réfléchir. Marilyn était-elle au courant de l'incident avec Lisa? J'ai supposé que non, j'étais certain que Lisa n'aurait rien dit. J'ai donc répondu avec désinvolture. Elle semblait assez gentille, mais je n'ai pas vraiment appris à la connaître. Si tu te souviens bien, j'étais avec toi presque tout le temps. Oh. Je pensais qu'elle avait appris à vous connaître assez bien. J'ai pris délibérément un air perplexe. Enfin, pas si bien que ça. J'ai insisté sur le « si ». Marilyn affiche un sourire sinistre. Dalzey. Lisa m'a raconté ce qu'elle a fait pour toi. Mon visage est devenu très chaud. Je me suis fait avoir. Marilyn gloussait. Oh Dal. Si tu pouvais voir ton visage. Elle a ri. Puis elle poursuivit. Lisa m'a reproché de t'avoir laissé dans un état lamentable. Elle m'a dit que j'étais complètement injuste, que je te mettais dans tous tes états et que je ne te laissais pas le temps enfin tu sais. Oui, je sais. C'était douloureux. Plus une douleur qu'un mal. Je suis désolé. Elle m'a regardé timidement. C'était bien avec Lisa. Oui, mais ça aurait été encore mieux si c'était toi qui l'avais fait. Elle a repris son souffle et a dû boire une gorgée de café pour s'éclaircir la gorge. Sans me regarder, elle murmure. Je ne savais pas que les filles faisaient ça pour leur petite amie. Mais je pense que j'aurais aimé le faire pour toi. C'était à mon tour de reprendre mon souffle. Le sourire est revenu sur son visage. Elle m'a dit que tu étais beau sans tes vêtements. J'ai eu beaucoup de regrets de ne pas t'avoir vu comme ça. Je pourrais dire la même chose. Elle acquiesce. Je crois que j'aurais aimé que tu me voies nu. Elle a tendu la main et m'a pris la mienne. La vie n'aurait-elle pas été différente si nous l'avions fait? Oui. Mais je n'aurais probablement pas su comment en profiter. Oh, mon Dieu! Oui, n'est-ce pas stupide qu'à cet âge-là, nous soyons si peu sûrs de nous en ce qui concerne le sexe? Elle rit et son rire devient sérieux. Je n'ai permis à aucun autre jeune homme d'être aussi intime, tu sais. J'ai acquiescé. Je crois que je le savais. Vraiment? Oui. Ce n'était pas une pensée logique, juste un sentiment émotionnel. C'était spécial. Elle a souri et acquiescé. Oui, c'est vrai. Le serveur est arrivé à ce moment-là pour nous demander si nous voulions plus de café. Je lui ai répondu par l'affirmative. La conversation était très intéressante. Mais l'interruption avait changé l'ambiance et Marilyn a commencé à parler de ce que nous pourrions faire demain. Curieusement, il s'agissait d'aller à Torquay et de visiter les magasins. J'ai roulé lentement jusqu'à Hatchamesgleb. Les phares distinguaient les virages, comme toujours la voiture semblait mieux fonctionner la nuit, la radio jouait de la musique romantique et Marilyn se détendait tranquillement, me donnant de temps en temps des indications. À la porte d'entrée, elle m'a demandé si je voulais entrer. Je l'ai fait, mais j'avais décidé de ne pas rester ce soir. Elle m'a préparé du thé, car j'avais dit que j'avais bu assez de café pour une soirée. Elle m'a proposé un verre de vin, mais comme je devais reprendre la route sous peu, j'ai refusé. Elle a pris un verre de vin rouge. Nous nous sommes assis confortablement dans le salon et avons bavardé. Il n'y avait pas de sous-entendu dans notre conversation. Nous savions tous les deux que nous allions devenir amants, mais pas ce soir. Le fait de l'accepter a permis de dissiper les spéculations. Lorsque je suis parti, nous nous sommes embrassés profondément. Nos lèvres se sont pressées l'une contre l'autre et nos langues ont glissé et se sont poursuivies l'une l'autre dans la bouche de l'autre. Nos lèvres sont restées collées l'une à l'autre, comme si elles ne voulaient pas se séparer, et j'ai fait de même, ne voulant pas partir mais sachant instinctivement que très bientôt nous nous rejoindrions. Tu resteras demain soir, demanda Marilyn. Oui, j'aimerais bien. Elle acquiesce. Je veux que tu restes, je veux être nu pour toi, et toi pour moi. Je veux dormir nu dans tes bras. Nous le ferons. J'ai accepté. Demain. On sort dîner? Nous pourrions aller au Elder si tu veux. Oh mon Dieu, non. Il saurait en quelques minutes ce que nous ferons plus tard. Mon visage me trahirait. Non. Je vais nous préparer quelque chose. Ça me paraît bien. J'ai répondu. Elle a souri. Tu n'as pas encore goûté à ma cuisine. J'ai ri. Elle ne peut pas être pire que la mienne. Quoi qu'il en soit,
le dessert sera un plat d'un délice sans pareil. Nous sommes sûrs de nous? Je suis en train de regarder le délice sans pareil alors que nous sommes ici. Les compliments inventés sont toujours un désastre. Malgré tout, Marilyn sourit. Vous savez comment faire pour qu'une fille se sente bien, mais attendez de me voir sans vêtements. Alors, décidez-vous. Je suis certaine que la réalité sera meilleure que mon imagination. Elle rit. Dalzey. Je ne suis plus la jeune fille de 18 ans que tu as connue. Les 30 ans sont passés depuis longtemps et je vais bientôt voir les 4 grands. Et je n'aurai pas l'air d'avoir plus de 25 ans. Marilyn, je suis devant une vraie femme, mince, élégante et très attirante. J'apprends à connaître cette femme qui est bien différente de la jeune fille que j'ai connue à l'âge de 18 ans. Elle était jolie mais pas encore formée comme moi. Mais je n'avais pas les mêmes critères. La femme que vous êtes aujourd'hui est bien plus que la jeune fille, et je suis attiré par cette femme en tant qu'homme et non en tant que garçon. Je pense que ces mots ont plu à Marilyn et qu'elle a rougi joliment. Elle a couvert son rougissement en disant. Voyons si tu m'aimes toujours quand je t'aurai traîné dans les magasins demain. Chapitre 5. Les hommes sont censés détester le shopping. Je suis ambivalent à propos de ce passe-temps. Je fais du shopping dans un but précis, pour acheter de la nourriture ou des vêtements en général. Je sais ce que je veux et je vais directement dans les magasins qui ont les produits dont j'ai besoin. Pour moi, le plaisir du shopping réside dans le fait de réussir à obtenir exactement ce que je voulais. Il semble que les femmes fassent leurs courses pour le plaisir de regarder, peut-être que cela leur permet de mieux comprendre les aspects économiques et de savoir qui a le meilleur rapport qualité-prix. J'ai apprécié la journée passée dans le centre commercial de Torquay. Marilyn était toujours de bonne compagnie. Cette sortie ne semblait pas planifiée, elle semblait choisir au hasard les magasins qu'elle visiterait. J'ai commis l'erreur de lui demander ce qu'elle avait l'intention d'acheter et elle m'a regardé d'un air perplexe. Rien vraiment, mais si quelque chose attire mon attention, il se peut que j'achète. Quelque chose a effectivement attiré son attention. C'était une robe. En règle générale, les hommes ne peuvent pas se représenter une robe suspendue à une tringle avec la vision qu'elle aura lorsqu'elle sera portée par la femme, mais Marilyn avait cet heureux don de voir une robe et de savoir à quoi elle ressemblerait. Il y en avait une. Elle était blanc crème, assez courte, avec une taille serrée et un décolleté. Ma première réaction a été de penser qu'elle serait plutôt osée, mais Marilyn a pensé le contraire. Elle a décidé de l'essayer. Je dois avouer qu'elle avait raison. Elle a bien rempli le corsage, le gonflement de ses seins dépassant à peine du tissu, avec un décolleté qui ravit et séduit. Elle était magnifique dans ce vêtement. Elle a tournoyé pour moi. Qu'en penses-tu? C'est fantastique. Tu es fabuleuse et tes fesses n'ont pas l'air grosses du tout. Je n'ai pas demandé ça et tu n'es pas censé regarder mes fesses, pas encore en tout cas. Et ça? Elle a pris la pose, les mains sur les hanches, mettant en valeur sa poitrine. J'ai regardé longuement et attentivement, j'ai détourné le regard, puis, avec un mouvement exagéré, j'ai regardé à nouveau. J'ai regardé une deuxième fois, et ça valait vraiment la peine. Alors, tu l'aimes bien? Je me suis rapproché et j'ai chuchoté. Je suis fou de toi. Ah oui? Oh mon Dieu, je peux m'occuper de ça ce soir. Je mettrai une robe et tu pourras me l'enlever. Si c'est le cas, je t'achèterai une robe. J'ai réfléchi un instant, et des sous-vêtements pour aller avec. Ses yeux brillent. Oh oui, quelle couleur voulez-vous? Je n'ai pas besoin d'y penser. J'ai répondu. Il faut qu'il soit blanc ou crème. Elle acquiesce. D'accord, je vais aller faire une sélection. Mais tu ne dois pas venir avec moi. Je veux que ce soit une surprise. Marilyn a préparé un repas composé de blanc de poulet à la sauce au citron, d'asperges et de brocolis. Je ne l'ai pas complimenté par politesse, je me suis régalé. Tu oublies que mon père était propriétaire d'un hôtel et que je devais y mettre du mien. J'ai aidé le chef et j'ai appris un peu de lui. Si tu peux cuisiner comme ça, je vais devoir t'épouser. Oui, je t'en prie. Répond Marilyn. Puis elle s'est mise à rire en voyant l'expression de mon visage. J'étais troublé d'avoir dit cela avec désinvolture. Son rire m'a fait comprendre qu'elle avait répondu avec autant de désinvolture que je l'avais fait. J'ai donc ri à mon tour. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait abordé un sujet qui nous préoccupait probablement tous les deux, un sujet qui nécessitait une réflexion sérieuse. Nous avons remporté la bouteille de chardonnay et le café dans le salon, où le berceau du feu était rempli de bûches qui crépitaient et crachaient en brûlant. Nous nous sommes installés dans l'immense canapé et Marilyn s'est penchée sur moi, prenant mon bras et le passant autour de ses épaules. Elle a porté ma main à sa poitrine et a levé les yeux. C'est mieux. Ta main sur ma poitrine m'a manqué. C'est renoué avec un beau souvenir, mais d'une certaine manière, c'est encore mieux maintenant que le souvenir. Elle acquiesça. Oui, c'est vrai. Parce que cette fois-ci, nous n'aurons pas à nous arrêter.
Tu n'iras pas te coucher en souffrant. Cette fois, nous allons faire l'amour. Nos lèvres se sont rencontrées, se sont écartées et nos langues se sont entremêlées. Ma main se resserre sur son sein. Sans rompre le baiser, Marilyn a pris ma main et l'a glissée sous le décolleté de sa robe, la plaçant exactement là où elle le voulait. Elle se dégagea du baiser avec un soupir. Elle se tordit dans mes bras. Dal, je suis désolé, je ne peux pas attendre. S'il te plaît, allons nous coucher? J'ai acquiescé et je lui ai pris la main pour l'aider à se relever. Elle s'est retournée pour ouvrir la voie, et je lui ai tenu les épaules, je l'ai ramenée vers moi et j'ai pris ses deux seins dans mes mains. Elle a tourné la tête et ses lèvres ont réclamé un baiser. Un baiser, puis un autre, elle s'impatienta et, ma main dans la sienne, me tira vers la porte. Ma main libre s'est portée sur la fermeture éclair de sa robe. Lentement, tout en marchant, je l'ai abaissée. Nous étions dans le hall lorsque la fermeture éclair a terminé son parcours, révélant la lingerie bordée de dentelle qu'elle avait achetée. De sa main libre, elle a fait glisser la robe, d'abord sur une épaule, puis sur l'autre, en la laissant tomber. Elle était maintenue en place par la taille serrée. Elle m'a posé une question avec ses yeux, et j'ai répondu sans mot dire en faisant glisser la robe sur ses hanches. Son sourire tranquille m'a dit que c'était ce qu'elle attendait de moi. La robe est tombée sur le sol et ne comportait plus que sa jolie lingerie, ses bas de contention et ses talons hauts. Elle est sortie de la robe et a ouvert la voie vers l'escalier. En arrivant sur le palier, elle a défait le fermoir de son soutien-gorge, s'est retournée et a souri lorsqu'il est tombé sur la moquette. Elle a tendu la main, ouvert une porte et est entrée dans sa chambre en me tenant par la main. C'était une chambre très féminine, dans les tons ivoire et citron. L'éclairage était tamisé, assuré par de grandes bougies dans de grands vases en verre taillé. La couette du lit était déjà retournée, révélant les oreillers garnis de dentelle. Marilyn s'approcha du lit et se retourna. Elle était belle, ses seins flottaient doucement et j'avais envie de l'embrasser. Elle a souri sereinement et s'est adossée à la tête de lit, la couette tombant légèrement. Marilyn, tu es si belle. Elle a souri de plaisir. Viens me rejoindre. Fais-moi l'amour, s'il te plaît, Dal. Je me suis réveillé le lendemain matin, sachant sans aucun doute qu'une nouvelle phase de ma vie venait de commencer. Le corps chaud qui m'enserrait tendrement en était la preuve. Les bougies s'étaient éteintes à un moment de la nuit, sans qu'aucun de nous ne s'en aperçoive. Nous étions plongés dans le paradis qu'un homme et une femme physiquement unis pouvaient créer. « Es-tu réveillé ?» demanda timidement une voix douce. « Je suis réveillé, mais je crois que je suis au paradis. »« Tu crois ?»« Je sais que je suis au paradis. » Marilyn répondit. « Je suis allongée ici, nue, avec mon amant, j'ai chaud, je suis encore un peu endormie, heureuse, et ma petite dame est agréablement endolorie, même si tu l'as mieux embrassée, ce qui était époustouflant. Elle n'a jamais été autant utilisée en une nuit. Je n'ai jamais connu un tel plaisir. Si ce n'est pas le paradis, quel que soit le paradis, il ne peut pas être meilleur. Es-tu toujours aussi exigeant? Non, mais je ne t'ai jamais fait l'amour avant. Elle s'est tortillée, cherchant à se rapprocher le plus possible de son corps. Ma réaction a été automatique et elle a senti le mouvement. Sa main a glissé vers le sud et a capturé la partie de moi qui était si impatiente. Elle souleva la couette et regarda. Il est très beau, ton petit gars. Je me suis opposé à cette description. Petit? Fais attention à ce que tu dis, tu pourrais me donner un complexe. Marilyn a gloussé. Tu ne devrais pas. Il est parfait pour moi. Que disent les hommes des seins? Plus d'une poignée, c'est une perte de temps. On pourrait dire la même chose de votre compagnon. Ces manipulations aboutissent au résultat habituel. Dal. Tu me veux encore? Je te voudrais toujours. Elle déplaça sa jambe gauche pour se mettre à califourchon sur moi, écartant ses jambes et s'installant sur mes cuisses. J'ai toujours voulu le faire de cette façon, je peux? Ça te dérange? J'en suis très heureux pour cette raison. Mes mains se sont levées et ont pris possession de ses seins. Elle a souri, s'est soulevée et, me tenant dans le bon angle, s'est laissée tomber sur ma tumescence. Ses bras se sont levés et elle a soulevé ses cheveux de ses épaules, en inclinant sa tête vers l'arrière. En descendant lentement sur moi, elle a halté. Bon sang de bonsoir. Tu vas plus loin en moi de cette façon. J'ai l'impression qu'il remonte dans ma poitrine. Et c'est une très belle poitrine. Elle glousse. Pas aussi ferme que lorsque j'avais 18 ans. Mais encore plus belle. Je vais te garder dans les parages, tous ces compliments me font du bien. C'est drôle que tu dises ça. Il n'y a pas eu de réponse pendant un moment. Marilyn semblait intriguée par les sensations que lui procurait cette nouvelle position. Pourquoi? Elle a fini par halter en se levant et en se baissant. Je n'ai rien dit, concentrant toute mon énergie à retenir l'orgasme. Les mouvements de Marilyn m'empêchaient de me concentrer.
Quand j'ai réussi à reprendre le contrôle, j'ai dit, il est difficile d'avoir une conversation sérieuse quand vous bougez comme ça. La respiration de Marilyn est devenue intermittente au fur et à mesure que son plaisir augmentait. Il lui a fallu un moment pour répondre. J'aime bouger comme ça. Si tu n'aimes pas ça, tu ne devrais peut-être pas me laisser te voir comme ça. D'ailleurs, tu fais des choses incroyables. Je n'ai rien pu dire, car une fois de plus, j'ai lutté pour me contrôler, déterminé à ce qu'elle ait son extase en premier. Enfin, j'ai réussi à lâcher un mot. Cela risque d'être difficile, à moins que tu n'arrêtes d'être toi. La plaisanterie s'est arrêtée là, car Marilyn commençait à faire des bruits de strangulation. J'avais découvert que c'était ainsi qu'elle vocalisait son extase. Lorsqu'elle eut régularisé sa respiration, elle releva la tête. C'est 5 ou 6 ? Peu importe, car c'est plus que ce que j'ai jamais eu pendant mon mariage. Homme charmant, tu le fais pour moi. Comment faites-vous ? J'étais encore haletante et j'ai répondu sans réfléchir. C'est probablement parce que je t'aime. Marilyn a observé mon visage pendant un moment, puis un sourire très heureux est apparu sur ses lèvres. J'espérais que tu tomberais amoureux de moi, cela me rend si heureuse. Dès que tu as franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était important, notre nouvelle rencontre. C'est important, n'est-ce pas Dalzey ? Oui, c'est important, peut-être que le destin l'a voulu depuis le début et maintenant je sens que je l'ai voulu depuis le début aussi. Je sais que c'est un endroit étrange pour faire une demande en mariage, mais je le ferai. Je suis tombé amoureux de toi, Marilyn. Veux-tu m'épouser ? C'est l'endroit idéal pour te demander en mariage. Tu es toujours en moi, je suis toute mouillée et je me sens comblée. Oui, mon cher Dal. Je vais t'épouser. Beaucoup diront que faire une demande en mariage dans l'euphorie du lendemain de l'amour est une chose idiote, et c'est peut-être le cas. Tout ce que je peux dire, c'est que les bons sentiments que j'ai eus avec Marilyn au cours des visites qui ont précédé l'amour étaient un guide sûr. Faire l'amour n'a fait que confirmer ces sentiments. Chapitre 6. Marilyn m'avait proposé de me préparer un petit déjeuner que j'avais refusé. Mes voyages m'avaient ouvert l'esprit et maintenant je déjeunais habituellement de petits pains avec du beurre et une confiture, avec du café ou du thé. Le petit déjeuner anglais traditionnel, composé de bacon et d'œufs, ne me plaisait plus. Elle a accepté. Burk. Toute cette graisse. Je tombais malade à l'hôtel à cause de l'odeur du bacon et des œufs à l'heure du petit déjeuner. Nous nous sommes assis devant des jus de fruits, des petits pains au grenier avec du beurre et de la confiture d'abricot. Nous avons mangé d'une seule main, mon autre main tenant celle de Marilyn qui ne voulait pas la lâcher. Quand vas-tu faire venir Sarah ? Il faut que je la rencontre avant de nous marier. Elle s'arrêta brusquement, une expression craintive assombrissant son visage. Nous allons nous marier, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une simple plaisanterie. Pour la rassurer, je me suis agenouillé devant elle. Mon adorable Marilyn. Je t'aime profondément et je veux que tu sois ma femme. S'il te plaît, dis oui. Les larmes lui montèrent aux yeux, elle approcha son visage du mien et m'embrassa tendrement. Oui, mon cher Dalzey. Je t'aime tellement et rien ne me rendrait plus heureuse que d'être ta femme. Oui. Je vais t'épouser. Nous avons terminé notre petit déjeuner et Marilyn, les yeux pleins de malice, m'a raccompagné au lit pour célébrer nos fiançailles. Il se trouve que je devais avoir Sarah avec moi le week-end suivant. Marilyn était impatiente de la rencontrer. Faites-la descendre, s'il vous plaît Dal. J'ai beaucoup de place. J'étais un peu sceptique et j'aurais préféré réserver le travelling. Je me demandais s'il était convenable de coucher avec Marilyn alors que ma fille était à la maison. Marilyn s'est mise à rire en me taquinant. Quel âge a-t-elle, Dal ? Elle était facétieuse. Je soupire. Comme si tu ne le savais pas, elle a 12 ans. De nos jours, les filles de 12 ans savent très bien ce que font les adultes lorsqu'ils sont fiancés. Je doute que Sarah y réfléchisse. Elle avait raison, Sarah n'y a pas réfléchi du tout. Elle a dit quelque chose auquel je n'ai pas pensé au début. Roger a emménagé avec maman très peu de temps après ton départ, papa. Elle et Marilyn s'entendaient comme larrons en foire. Leur amitié s'est scellée lorsque Marilyn a emmené Sarah à l'écurie située au bout de la rue. Sarah est revenue en exigeant que je lui fournisse tout ce dont elle avait besoin pour monter à cheval, annonçant qu'elle voulait descendre avec moi chaque fois que je viendrais voir Marilyn et qu'elle monterait souvent à cheval. Marilyn m'a expliqué comment cela était possible. Bill Taxton s'occupe des chevaux à la pension. Ils ont besoin de faire de l'exercice fréquemment et il le fait quand les propriétaires ne peuvent pas. On le pousse à le faire, alors je descends de temps en temps pour faire de l'exercice à 1 ou 2 chevaux. Sarah s'est habituée à l'équitation comme un canard à l'eau, alors Bill lui a dit qu'elle pouvait sortir avec lui chaque fois qu'elle descendait. Il sera toujours avec elle pour qu'elle ne subisse aucun dommage. J'ai haussé les épaules en acceptant la situation,
heureux quand Marilyn a chuchoté que cela nous donnerait beaucoup de temps pour devenir intimes l'un avec l'autre. Tu peux me déshabiller et je te déshabillerai, puis tu pourras me faire ces choses délicieusement sales que tu fais si bien et je pourrai rebondir sur toi. Qui pourrait le contester? Marilyn avait remarqué le commentaire que Sarah avait fait sur mon ex et son homme. À la manière des femmes, elle avait demandé à Sarah de manière indirecte ce qu'elle en pensait. Un soir, elle m'en a parlé. Dal. Tu as bien compris ce que Sarah a dit à propos du nouvel homme de ta femme, n'est-ce pas? Je devais avoir l'air confus, car je ne me souvenais pas de quoi elle parlait. Rappelle-moi, je n'y pense pas pour l'instant. À propos de Roger qui a emménagé très peu de temps après ton départ. Je savais que Jane avait un ami depuis un certain temps. Il serait curieux qu'elle soit restée célibataire. Oh, oui. De quoi s'agit-il? C'était 3 semaines après votre départ. Elle avait mon attention maintenant. Bon sang. C'était rapide. Puis j'ai réfléchi un peu plus. Trop vite. Beaucoup trop rapide. Mon processus mental était en pleine effervescence alors que je réfléchissais aux conséquences. Une lumière s'est allumée et la cloche a fait ting. Elle devait le connaître avant notre séparation, cette femme rusée me trompait. Et sa mère devait être au courant. Pas étonnant qu'elles aient essayé de m'arnaquer. Je me suis mis à rire, c'était il y a si longtemps maintenant qu'il aurait été futile de faire autre chose que rire. Je suis ravi que mon avocat ait fait des pieds et des mains pour que j'obtienne un droit de visite pour Sarah. Cela les a vraiment contrariés. Je me suis tourné vers Marilyn. Et si tout cela n'était pas arrivé, je ne serais pas avec toi aujourd'hui. Aussi sournois qu'ils aient été, j'en suis sorti vainqueur. Elle m'a serré dans ses bras et sa jambe s'est posée sur la mienne. Seulement jusqu'à ce que je sois au sommet. Je suis devenu toute molle en bas, et tu es redevenu tout beau et tout dur. J'ai l'endroit parfait pour lui. C'est ce qu'elle a fait. Notre mariage a été organisé très facilement. J'avais pensé que, comme j'étais divorcé, il ne pouvait pas s'agir d'un mariage à l'église. Ce n'était pas le cas. Marilyn n'avait aucun doute sur le fait que nous nous marierions dans l'église locale. Il semblerait qu'elle ait fait des dons fréquents au fonds de reconstruction. Elle était certaine que le vicaire accepterait de nous marier de peur de perdre ses dons. J'avais pensé dès le départ que Marilyn était plutôt bien lotie, mais avec le temps, j'ai compris qu'elle était dans une situation financière bien meilleure que je ne l'avais cru au départ. Je l'ai découvert par hasard. En souvenir du bon vieux temps et de bons souvenirs, j'étais allé voir l'hôtel un jour où je me trouvais à Torquay. Le bâtiment était toujours là, mais ce n'était plus un hôtel. Il avait été transformé en appartement. J'en ai parlé à Marilyn. Oui, je sais. Elle a réfléchi un instant, puis a poursuivi. Je l'ai fait faire il y a environ 5 ans. J'ai été pris de court. Vous? Elle a acquiescé. Mais tu as dit que ton père avait vendu l'hôtel. C'est vrai. Les nouveaux propriétaires n'ont pas réussi à s'en sortir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde va à la Méditerranée maintenant. Ils ont fait faillite, alors j'ai racheté l'établissement aux praticiens de l'insolvabilité pour environ 20% de ce que papa avait reçu. Je souriais. Wheeler Dealer, ah. Elle a secoué la tête. Non, c'était stupide. Je l'ai racheté par nostalgie, c'était ma maison, là où j'ai grandi. Une fois que je l'ai eu, j'ai réalisé que je m'étais peut-être attelé à un éléphant blanc. C'est alors que l'idée de transformer l'endroit en appartement m'est venue. Les gens prennent leur retraite et aiment vivre dans le luxe dans des endroits comme Torquay, Bournemouth et Eastbourne. Ils louent sur la base d'un bail annuel. Ils bénéficient d'un appartement luxueux sans avoir à se soucier de la plomberie, de l'électricité, du toit et des jardins. Je reçois un revenu régulier et, bien sûr, la valeur du terrain ne cesse d'augmenter. D'une certaine manière, je savais que ce n'était pas fini. Je l'ai donc encouragée. Continuez. Elle a souri timidement. Tout s'est très bien passé. En 6 mois, j'avais loué tous les appartements sauf un, alors j'ai acheté un autre vieil hôtel et j'ai fait la même chose. Les hôtels de ce type ne coûtaient pas cher à l'époque. Les coûts de transformation pour offrir aux clients les équipements qu'ils connaissent en Espagne et à Majorque sont prohibitifs. Si vous installez une salle de bain dans 2 chambres, vous perdez une 3e chambre pour 2 chambres converties. Certains n'ont vu que la perte d'une chambre, et non l'augmentation du prix de la salle de bain. Ils ont donc vendu, à bas prix. Vous avez dit que vous aviez des occupants pour tous les appartements sauf un. Avez-vous fini par le louer également? Non. Je l'ai gardé. Il est à moi, enfin à nous maintenant. J'aimais l'hôtel, il m'a laissé beaucoup de bons souvenirs, et toi, ma chérie, tu faisais partie de ces bons souvenirs. J'y vais de temps en temps pour me souvenir de l'époque où la vie était si simple. Maintenant, nous pouvons y retourner. Je pense que cela me plairait. Elle acquiesce. Oui, nous pourrons y passer du temps entre nous. Elle avait une lueur malicieuse dans les yeux,
ce qui me donnait une bonne idée de l'interprétation qu'elle donnait à ce temps, à nous. Mon appartement se trouve au dernier étage et n'est pas surplombé, bien qu'il offre une vue magnifique depuis le balcon. Je me disais que nous n'aurions pas besoin de nous habiller, cela pourrait être très intéressant. Je l'ai reluqué. Aimer en plein air. Extrêmement intéressant. Marilyn a souri et a hoché la tête avec enthousiasme. La mention de l'hôtel a déclenché une conversation sur cette semaine-là. J'ai essayé de lui dire comment cela m'avait affecté, que j'étais parti avec le sentiment qu'on m'avait montré la porte ouverte du paradis, que j'avais regardé, mais que je n'avais pas été autorisé à entrer. Quand je suis parti, je suppose que je savais que nous ne nous reverrions jamais. C'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup écrit, je prolongeais une relation qui ne pourrait jamais aboutir. Alors mon subconscient m'a dit de ne pas courir après l'arc-en-ciel. Merci. Marilyn répondit sèchement. Puis elle se met à rire. Lisa m'a dit de t'oublier, elle m'a dit que j'avais vécu une aventure pendant une semaine et que je devais attendre avec impatience la prochaine aventure. Elle s'est mise en colère contre moi parce que je n'ai pas repris le jeu avec elle. Tu ne l'as pas fait? Je n'ai pas compris ce qui se passait à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que vous m'aviez affecté plus que je ne l'aurais voulu. D'autres jeunes hommes sont restés à l'hôtel. Je leur ai parlé, mais aucun d'entre eux ne m'intéressait. Je pense que Lisa s'est occupée de tous. J'imagine. Oh, ne la faites pas passer pour une salope. Elle aimait la vie et les hommes. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle en retirait. Elle s'est arrêtée un instant et m'a fait d'un sourire affectueux. Maintenant, je comprends. Le mariage a eu lieu à l'église. Mon mariage avec Jane avait été célébré dans un bureau d'état civil. C'est encore sa mère qui a décidé que, Jane étant enceinte, il ne fallait pas se marier à l'église et en blanc. En apprenant cela, le vicaire de Marilyn a été facilement persuadé de nous marier. Ce fut mon premier et dernier mariage à l'église. Ce fut une affaire tranquille. Marilyn a demandé à Sarah d'être sa demoiselle d'honneur et j'ai demandé à Robert, l'un de mes collègues de travail, d'être mon témoin. Ma fiancée était magnifique en ivoire et en dentelle, tout comme Sarah qui, comme toutes les filles, s'est montrée à la hauteur de la situation avec aplomb. En voyant la belle vision qu'était Marilyn s'approcher de moi sur la rampe de l'hôtel, mon cœur battait la chamade. J'ai un peu bégayé lorsque j'ai répondu. Mais Marilyn n'a eu aucun problème. Je ne m'attendais pas à ce que Jerry, mon médecin, soit présent, mais il l'a été, et il a utilisé son ancienneté pour subvertir le témoin et faire un discours à sa place. Je dois dire que j'ai rougi devant ses commentaires élogieux. Il a bavardé avec Marilyn à la réception pendant un certain temps. Plus tard, il m'a interpellé. Dal, quand tu as dit que tu allais te marier, tu ne m'as pas dit que c'était la dame dont tu étais allé voir la plainte. Oh. N'est-ce pas? Je suis désolé, je n'ai pas pensé à le mentionner. Sale con. Ce n'est pas en épousant toutes les plaignantes que l'on obtient des résultats. Il sourit. C'est une belle femme et elle est riche. Vous avez bien travaillé. Je suppose que nous allons vous perdre maintenant? Me perdre? Pourquoi? Vous n'aurez plus besoin de travailler, n'est-ce pas? Je ne pensais pas l'arrêter de travailler. Ah. J'ai eu l'impression que votre nouvelle femme avait d'autres idées. Le sujet n'a été abordé qu'au retour de notre lune de miel à Tenerife. Un jour, Marilyn a mentionné avec désinvolture que les agents qu'elle utilisait pour gérer ses propriétés lui coûtaient une fortune. Elle s'est ensuite demandé s'il n'y avait pas une autre façon de faire ce travail. Les mots de Jerry me sont revenus à l'esprit et j'ai compris où cela nous menait. Je ne connais pas du tout le travail des agences de location, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un champ de mine, avec les contrats de location et la législation locale en matière d'urbanisme. C'est presque aussi difficile que d'être avocat. Peut-être devriez-vous chercher une autre agence, voir si quelqu'un accepterait de le faire pour un pourcentage moins élevé. Cela lui a donné matière à réflexion. Oh. Je me disais que vous aimeriez peut-être y jeter un coup d'œil. Moi? Je n'y connaîtrais rien, je ne saurais pas par où commencer. Non, ma chérie, je serais terrifié à l'idée de te faire perdre beaucoup d'argent et je ne voudrais pas que tu sois fâché contre moi. Je m'y connais en tissu. Le cordonnier devrait s'en tenir à son dernier métier. J'ai dit fermement. Le sujet n'a plus jamais été abordé. Chapitre 7. Jane, mon ex-femme, s'était remariée par coïncidence presque au même moment avec Roger. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, après toutes ces années passées avec lui, elle avait décidé de se marier. Mais cela ne me regardait pas. Quelques mois plus tard, j'ai remarqué que Sarah avait commencé à faire des commentaires acerbes sur son beau-père. Plus tard, son langage est devenu presque vitriolique. Marilyn l'a également remarqué et a essayé d'attirer l'attention de Sarah. Un dimanche soir, Marilyn a abordé le sujet. Je venais de conduire Sarah à Bristol où nous devions rencontrer Jane qui était venue la chercher en voiture.
Jane et moi ne parlions pas, l'échange se résumait à ce que Sarah sorte de ma voiture et monte dans celle de Jane. Marilyn avait une expression sérieuse. Nous avons peut-être un problème, Dal. Elle m'appelait toujours Dal maintenant. Sarah m'a dit que son beau-père se comportait de manière inappropriée avec elle. Comment ça, inapproprié? Je voulais savoir, craignant le pire. Il la touche trop, et il est entré dans la salle de bain accidentellement à plusieurs reprises, alors qu'elle prenait un bain. Et ce n'est pas accidentel? Sarah pense que non. Elle ferme la porte à clé, mais la serrure n'est pas très sûre. Elle a suggéré qu'il avait fait quelque chose à la serrure. Ma colère était presque incontrôlable. J'étais censé retourner au travail le lendemain, mais j'étais prêt à sauter dans la voiture et à aller chez Jane pour régler le problème de cet abruti. Marilyn m'a calmé. Dal. S'il veut aller plus loin, il ne fera rien tant que Jane est dans la maison. Appelle ton avocat à la première heure demain matin. Il peut demander une injonction d'urgence lui interdisant l'accès à la maison jusqu'à ce que nous puissions obtenir une audience au tribunal des affaires familiales. Malgré ma colère, il y avait une petite lueur de réconfort dans tout cela. Sarah avait parlé à Marilyn, confirmant sa confiance en sa belle-mère, et Marilyn avait utilisé le mot « nous ». Ce n'était pas seulement mon combat, Marilyn s'était engagée à mes côtés. J'ai téléphoné à l'avocat le lundi matin. Il avait bien travaillé pour moi au moment du divorce et je lui faisais confiance pour faire avancer les choses. C'est ce qu'il a fait. Il a obtenu une injonction du tribunal des affaires familiales le jour même, et la police l'a appliquée au beau-père de Sarah le soir même. Comme vous pouvez l'imaginer, l'enfer s'est déchaîné. Sarah a été interrogée par une policière, formée à repérer les indices. Sarah s'est montrée un peu réticente, comme on pouvait s'y attendre, les enfants ont peur d'accuser les adultes, mais il semble qu'elle en ait dit assez pour que la policière décide qu'il y avait suffisamment de raisons d'ouvrir une enquête. Le nouveau mari de Jane a dû quitter la maison immédiatement. Jane m'a téléphoné, me traitant de tous les noms. Plus tard, sa mère m'a appelé, un appel que j'aurais aimé enregistrer car elle me calomniait dans presque chaque phrase. L'essentiel de son message était que j'avais été un mari inutile à tous égards, qui ne savait pas comment s'occuper d'une femme, et que j'étais jaloux de Roger qui rendait Jane très heureuse. Elle s'est tellement emportée qu'elle a laissé échapper par inadvertance que Roger s'était occupé de Jane avant même notre séparation, ce que j'avais compris après les commentaires de Sarah. Selon elle, j'étais tellement envieux d'eux que j'essayais de briser un foyer heureux pour obtenir la garde de Sarah. Elle m'a dit que cela ne marcherait pas et qu'elle allait demander à son avocat de me poursuivre en justice pour diffamation. J'ai essayé de lui faire remarquer que seul le beau-père de Sarah pouvait le faire et que la police estimait qu'il y avait suffisamment de preuves pour enquêter. Je me suis heurté à un mur. Mon ex-belle-mère avait une vision étroite et une capacité à ignorer les faits qui ne correspondaient pas à sa théorie. Le tribunal des affaires familiales est très différent de ceux que l'on voit à la télévision. Le juge et l'avocat ne portent ni robe ni perruque et l'atmosphère est dépourvue de cérémonies et de discours traditionnels. Malgré cela, je me suis senti mal à l'aise lorsque Jane, son mari et sa mère m'ont jeté des regards venimeux pendant l'audition des preuves. Marilyn leur a souri gentiment, ce qui a exacerbé leur haine. Comme il est d'usage avec les mineurs, Sarah a témoigné en privé devant le juge. Finalement, il a été décidé que, bien qu'il n'y ait pas de preuve d'agression réelle, la Cour a estimé que ces actions constituaient une menace. Sarah a donc été inscrite sur le registre des « personnes à risque ». La représentante des services sociaux a immédiatement fait part de son intention de demander une ordonnance de prise en charge si Jane continuait à vivre avec son mari en compagnie de Sarah. Mon avocat a profité de cette occasion pour demander au tribunal, en mon nom, la garde de Sarah. Les services sociaux nous ont parlé de notre situation, à Marilyn et à moi, et ils ont dit à la Cour que nous étions aptes. Le juge s'est à nouveau entretenu avec ma fille en privé. Il a rendu une ordonnance provisoire de résidence qui sera réexaminée dans 6 mois. Sarah a quitté le tribunal avec nous. Un policier nous a accompagnés jusqu'à la maison de Jane pour que nous puissions récupérer les affaires de ma fille sans être harcelés. À un moment donné, il a dû avertir mon ex-belle-mère de garder une langue civile dans sa tête. Sarah était assise à l'arrière de la voiture et bavardait joyeusement avec Marilyn pendant tout le trajet jusqu'à Torquay. Je n'aurais pas pu être plus heureux dans ma vie. J'avais une femme aimante, une femme très aimante à en juger par le nombre de fois où elle m'attirait au lit sans avoir l'intention de me laisser dormir. Ma fille était maintenant sous ma garde et tout aussi heureuse que moi. Lorsqu'elle n'était pas à l'école, elle aidait Bill Taxton à s'occuper des chevaux. Elle rentrait à la maison avec un sourire satisfait et en empestant la sueur de cheval et le liniment. Bill avait dit à Marilyn que son niveau d'équitation progressait bien et lui avait suggéré de s'inscrire bientôt à un gymkhana local, mais qu'elle aurait besoin de son propre cheval. Je voyais s'approcher une autre demande pour mon portefeuille. Jane et son mari étaient toujours ensemble et, d'après ce que je pouvais voir, s'entendaient bien.
Il continuait à contester les accusations, mais avait dit à Jane que si cette enfant menteuse et trompeuse revenait dans la maison, il partirait. Elle n'a pas contesté l'ordonnance du tribunal lorsqu'elle a été examinée. Cela me convenait. Une demande apparemment anodine de l'un de nos clients m'a fait prendre un autre chemin dans la vie. Ils m'ont demandé si j'accepterais de comparaître en tant que témoin expert dans le cadre d'une action en justice portant sur une petite créance. Ils avaient fourni des rideaux à un client qui refusait de payer la facture au motif qu'ils étaient impropres à l'usage. Jerry a convenu que c'était dans l'ordre des choses, d'autant plus que nous n'avions pas fourni le tissu. Le client avait son propre témoin expert, un type qui enseignait l'ameublement à l'université locale. Ce n'était pas le genre des feuilletons télévisés. Nous étions assis autour d'une table avec un magistrat stipendiaire comme juge. Il a posé des questions à l'autre expert et les réponses m'ont convaincu que ce type ne connaissait rien à la technologie des tissus. Lorsque le magistrat s'est tourné vers moi et m'a posé des questions très similaires, j'ai démoli l'argument de l'autre avec des faits. Notre client a gagné. Le magistrat a ensuite demandé à l'autre témoin expert s'il avait encouru des frais et cet idiot a remis une liste. Il avait perdu l'affaire pour son client et voulait encore être payé pour son temps totalement inefficace. Le magistrat a haussé les sourcils, puis s'est tourné vers moi pour me demander si j'avais engagé des frais. J'ai secoué la tête et lui ai répondu que non. Ce jour-là a eu de lourdes conséquences. 4 mois plus tard, une lettre est arrivée. L'adresse de retour m'a intrigué, elle émanait d'un avocat. J'avais appris que la correspondance émanant d'un avocat n'était généralement pas une bonne nouvelle. En lisant la lettre, je suis devenu plutôt confus. On me demandait si j'accepterais de comparaître devant un tribunal de la couronne en tant que témoin expert. La lettre indiquait une conférence avec l'avocat de la défense plus tard dans le mois. J'ai parlé à Jerry qui m'a dit que si je voulais comparaître, la société accepterait mais qu'il y aurait des frais. Je me suis rendu à la conférence en paraissant confiant, mais néanmoins avec appréhension. J'ai donc été surprise lorsque l'avocat s'est avéré être James Wolstenholme, le magistrat du tribunal des petites créances. Il m'a accueilli chaleureusement. Comprenant ma confusion, il m'a expliqué. La plupart des magistrats sont choisis au sein de la communauté. Les avocats, quant à eux, sont invités à agir et sont payés en tant que stipendiés. Le Lord Chancellor considère qu'il s'agit d'une formation en vue d'une éventuelle accession à la magistrature suprême. J'ai hoché la tête comme si j'avais vraiment compris et il a pris cela comme une permission de continuer. Bien que j'agisse en tant que stipendiaire, ce n'est que pour 2 ou 3 semaines à la fois. Je reviens au cabinet et je reprends les dossiers que mes collègues n'ont pas pris. Monsieur Gorton, j'ai demandé à l'avocat de vous contacter. Lors de l'audience sur les petites créances, vous m'êtes apparu comme quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui, de surcroît, peut en parler dans un langage que tout le monde peut comprendre. J'ai été stupéfait lorsque cet autre soi-disant expert a perdu l'affaire pour son client et qu'il a eu le culot de demander le remboursement de ses frais. Vous m'avez impressionné. Mon assistant a fait beaucoup de recherches et il semblerait qu'il reste peu d'experts en technologie du tissu dans ce pays. Nous ne comprenons pas pourquoi. Je pensais savoir pourquoi, mais c'était un long sujet et je n'ai donc pas répondu à sa demande. Nous avons discuté pendant un certain temps et il m'a donné les informations pertinentes sur l'affaire. Je me suis risqué à donner mon avis, mais je lui ai dit que j'aurais besoin de voir le tissu et de l'examiner. Je lui ai également dit ce que ma société demanderait comme honoraire pour mes services. Il n'a pas semblé surpris par le montant. Il a pris les dispositions nécessaires pour que j'examine le tissu. Le tissu était aussi parfait qu'il pouvait l'être, compte tenu des commentaires des nombreux tisserands compétents que j'avais écoutés au fil des ans, à savoir qu'il n'y avait jamais eu un mètre de tissu parfait tissé. C'est une chose que je ne mentionnerai pas au tribunal. J'ai passé 5 heures à examiner chaque centimètre carré du tissu et je n'ai rien trouvé à redire. C'est exactement ce que j'ai fait devant le tribunal civil. L'avocat du plaignant a essayé de me faire trébucher. J'ai répliqué en utilisant dans mes réponses des termes techniques que je doutais qu'ils comprennent. Comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de termes techniques et pas mal d'expressions argotiques qui ne sont utilisées que par les tisserands. En tant que témoin, je n'étais pas autorisé à rester au tribunal après avoir donné mon avis d'expert, au cas où je serais rappelé. J'ai été très heureux lorsque James Wolstenholme est sorti du tribunal avec un grand sourire. Il a enlevé sa perruque et m'a serré la main. Votre expertise a fait mouche, monsieur Gorton. Le juge a été très impressionné. Il s'apprête à s'éloigner, puis s'arrête et se retourne vers moi. Je regrette que ce soit votre employeur qui reçoive vos honoraires. Vous pourriez bien gagner votre vie avec vos connaissances. D'autant plus que vous êtes capable de garder vos esprits lorsque vous êtes contre-interrogé par l'avocat. Des actions civiles de ce type se déroulent en permanence. Si cela ne vous dérange pas, je suggérerai votre nom à tout autre avocat ayant besoin de votre expertise. Jerry était très satisfait du résultat.
L'entreprise a reçu plus de 4000 livres pour 4 jours de mon temps. Bien plus que mon salaire pour ces jours-là. Il m'a invité à déjeuner. Dal, y a-t-il une chance que tu sois à nouveau témoin expert? Il semble le penser. James Wolstenholme m'a demandé s'il pouvait me recommander à d'autres avocats. Il réfléchit. Les honoraires seront un revenu utile, mais en tant qu'amis, et j'espère que nous pouvons nous appeler amis, vous pourriez bien gagner votre vie en tant qu'indépendant. Tu y as pensé? Pas vraiment. Wolstenholme l'a suggéré, mais je dois d'abord faire des recherches et en parler à Marilyn. Dal. L'aspect technique fonctionne bien. Les gars du labo savent ce qu'ils font. Avec le soutien du conseil d'administration, Clark continuera à aller voir les fabricants, et il ne fait aucun doute que nous continuerons à recevoir des déchets dans nos livraisons. Vous n'irez jamais plus loin, je le crains. Clark vous bloquera à chaque fois. Réfléchissez donc. Si vous décidez d'accepter, faites-le moi savoir avant de mettre quoi que ce soit par écrit. Je verrai si je peux vous proposer un licenciement. Je suis sûr que Clark sera ravi de me soutenir dans cette démarche. Et les plaintes? Je lui rappelle ma principale responsabilité. Pas de problème. Nous devrons trouver un expert indépendant. Vous pourriez peut-être nous suggérer quelqu'un? Il a souri et j'ai souri aussi. Jerry avait manifestement réfléchi à la question, c'est peut-être pour cela qu'il était médecin. Je soupçonnais également qu'il jouait un long jeu dans le but de faire sortir Clark. Chapitre 8. Marilyn était tout à fait favorable à ce que je me mette à mon compte en tant qu'expert indépendant. J'étais dubitatif, craignant que l'appel à mon expertise ne soit pas suffisant pour me procurer un bon revenu. Je dois reconnaître à Marilyn qu'elle n'a jamais dit qu'elle pouvait subvenir à nos besoins à tous les deux. Elle savait parfaitement que je n'accepterais pas d'être un homme entretenu. Ce qu'elle a dit était plutôt diplomatique. Dal, depuis que tu vis ici, tu as contribué aux frais de fonctionnement et tu m'as fait économiser beaucoup d'argent. De l'argent que j'aurais dû dépenser, alors on peut dire que nous sommes en crédit. Je suis sûr que tu continueras à apporter assez pour ta part, tu es bon dans ce que tu fais. S'il y avait un manque à gagner, il ne serait que de courte durée et serait facilement récupéré lorsque l'entreprise décollerait. Cette maison est la nôtre, pas la mienne. Les immeubles d'habitation sont les nôtres, pas les miens, et les revenus qu'ils génèrent sont donc les nôtres, pas les miens. Je suis vieux jeu, mon mari et ma vie. Tu as apporté l'amour, le rire et le bonheur dans notre foyer, surtout l'amour. Rien de tout cela n'existait avant que tu ne reviennes dans ma vie. Je veux que tu continues à le faire. Un sourire malicieux se dessine sur son visage. Je veux que tu continues à me faire, j'aime ça. Tu crois qu'on a le temps de... Nous l'avons fait et nous l'avons fait. Bien sûr, quel homme pourrait discuter avec une charmante dame qui tenait fermement son appendice le plus précieux? J'ai téléphoné à Jerry pour lui faire part de ma décision. Ok, Dal. Viens comme d'habitude lundi, mais ne dis rien à personne. J'aborderai la question de votre licenciement lors de la réunion du conseil d'administration et nous verrons ce qui se passera. Il a discuté discrètement avec Martin Clark qui était tout à fait favorable à mon licenciement et c'est Martin, et non Jerry, qui a fait la suggestion lors de la réunion du conseil d'administration. J'ai reçu mon préavis une semaine plus tard. Ils m'ont offert 6 mois de salaire et ma voiture de fonction, qui avait 3 ans, à partir. Cela m'a considérablement soulagé. J'ai vidé mon bureau et j'ai dit au revoir à mes collègues. Jerry m'a dit en privé qu'il ne s'agissait pas d'un adieu car il me retiendrait pour faire un rapport sur les plaintes, en m'offrant 200 livres pour un rapport, plus tout kilométrage au-delà de 60 miles. Au cours des 12 mois suivants, j'ai examiné 10 plaintes sérieuses émanant de mes anciens employeurs, 26 plaintes qui m'ont été adressées par mes anciens concurrents et 3 affaires renvoyées par des avocats. Mon revenu n'était pas loin du salaire dont je bénéficiais auparavant. L'année suivante, j'ai dépassé ce revenu. J'étais sûr que Marilyn et moi avions pris la bonne décision. Nous profitions d'une rare journée chaude et ensoleillée. Le printemps peut être capricieux dans les îles britanniques, il promet toujours d'être beau, mais les vents d'ouest apportent souvent des nuages et une pluie fine. Cette journée était un cadeau du Gulf Stream. Il y avait juste un soupçon de brise et le soleil brillait. Sarah était à l'école et je n'avais qu'un rapport à rédiger, si bien qu'à partir du milieu de la matinée, Marilyn et moi avons pu nous asseoir sur le patio pour nous détendre. Il était près de 12h30 et nous commencions à penser au déjeuner lorsque le faible carillon de la sonnette de la porte d'entrée a retenti. J'ai fait mine de me lever, mais Marilyn m'a devancé. Je vais y aller. 5 minutes plus tard, elle est revenue. Dal. Nous avons un visiteur. Je me suis retourné sur ma chaise et j'ai été stupéfait de voir mon ex-femme. Jane était et est toujours une belle femme, même vêtue d'un jean et d'un sweatshirt, elle faisait tourner les têtes. Je trouvais cependant qu'elle avait l'air un peu plus âgée que son âge. Jane. Elle avait l'air troublée. Je suis désolé de vous appeler.
Roger et moi étions dans le coin. Il est allé faire un tour sur le chemin de fer à vapeur de Peignon. J'ai pensé que comme c'était le demi-trimestre, j'essaierais de voir Sarah. Jane. Ici, la semaine prochaine, c'est le demi-trimestre. Sarah ne sera pas de retour avant 4 heures. Elle a entendu et ses épaules se sont affaissées. Oh, bon sang. J'ai vraiment dû rassembler beaucoup de courage pour venir ici, et maintenant tout cela n'a servi à rien. Asseyez-vous et détendez-vous. Marilyn prend le relais. J'allais justement chercher à manger, vous pouvez vous joindre à nous, et vous pourrez voir Sarah quand elle reviendra. Ça ne vous dérange pas? Après tout, nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Je me suis levé, je me suis approché de Jane et je l'ai embrassée sur la joue. Nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. Ce qui s'est passé remonte à trop d'années pour qu'on s'en préoccupe. Jane a regardé Marilyn qui a souri et acquiescé. Ce n'est que du poulet froid avec de la salade verte et de la salade de pommes de terre. Restez, s'il vous plaît. C'est très gentil de votre part. Marilyn s'occupa de Jane en lui montrant où se trouvaient les toilettes. Puis elle se mit à préparer le déjeuner. Jane a retrouvé le chemin de la sortie pour s'asseoir avec moi. C'est un endroit charmant. Elle remarqua le panorama de champs, de vallées et de petites collines que l'on pouvait voir depuis le patio. Oui. Le père de Marilyn l'a acheté il y a des années. Il savait ce qu'il faisait. Vous travaillez toujours pour. Elle ne se souvenait plus du nom de la société pour laquelle j'avais travaillé. Non. Je travaille pour moi-même maintenant comme une sorte de conseiller technique dans les affaires judiciaires et les plaintes. Oh. Je me suis retourné pour la regarder. Vous auriez dû téléphoner, Jane. Cela t'aurait évité un voyage aujourd'hui, et nous aurions pu arranger un autre jour pour que tu puisses voir Sarah. Je sais. Nous ne sommes là que pour quelques jours, et avec Roger qui voulait aller voir ce chemin de fer, c'était vraiment la seule chance que j'avais. Il refuse tout contact avec Sarah. Elle a donné l'impression que c'était son choix plutôt qu'une décision de justice. Je me suis hérissé un instant, mais je me suis vite calmé, cela ne valait pas la peine de se disputer. Elle a poursuivi. C'est un homme bon, vraiment, et un bon pourvoyeur. Elle le défendait. Je suis sûr qu'il vous rend heureuse. Il l'est. C'est juste qu'il ne s'entend pas avec Sarah. Je sais qu'elle s'entend bien avec Marilyn. Je n'ai jamais vu Sarah aussi heureuse quand elle est venue chercher ses affaires pour venir ici. Je soupçonne Jane, que ça a plus à voir avec les chevaux, qu'avec Marilyn. Les chevaux? Oui. Sarah passe tout son temps libre aux écuries en bas de la rue. Jane secoue la tête. Quelle sorte de mère suis-je? Je ne savais rien de tout cela. Marilyn revint en portant un plateau. J'ai pensé que nous pourrions manger ici. Il fait si beau, nous devrions profiter du temps qu'il fait pendant qu'il dure. Jane se lève en disant. Je peux vous aider? Marilyn acquiesce. Oui. Il y a encore quelques plateaux à sortir, si vous le voulez bien. J'ai déplacé la table à l'ombre et disposé les chaises de la même façon. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la raison pour laquelle Jane était venue ici. Oui, elle pouvait vouloir voir Sarah, mais mes antennes me disaient qu'il y avait aussi une autre raison. Était-ce simplement de la curiosité féminine? Qu'elle voulait voir comment je vivais? Si c'est le cas, elle a probablement été déçue, le cottage et les jardins étaient suffisants pour lui dire que je menais une vie agréable, et Jane aurait probablement préféré que je vive dans des conditions plus modestes. Ils revinrent et déposèrent le déjeuner sur la table. Il n'y a pas eu grand-chose à dire, si ce n'est une conversation générale et polie pendant le déjeuner. Au moment du café, Jane s'est sentie obligée de prendre la parole. Dal, je veux voir Sarah, mais je voulais aussi vous parler. Elle a regardé Marilyn et lui a demandé si nous pouvions parler en privé. Je l'en ai empêché. Jane, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Marilyn et moi sommes un couple, je ne lui ai jamais rien caché et je ne commencerai pas maintenant. J'ai eu droit à un sourire radieux de ma femme et à une grimace de mon ex-femme. Tout ce que je voulais faire, c'était m'excuser pour la façon dont ma famille et moi-même t'avons traité. Tu n'as rien fait de mal, sauf me mettre enceinte, et il nous a fallu être deux pour cela. Tu m'as soutenu et tout ce que tu as obtenu en retour, c'est le manque de respect, de ma part et de celle de ma mère. Je suis désolé. Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime bien plus que je ne l'aurais jamais fait, et que tu sois à l'aise dans ta vie. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je suis resté sans voix pendant un moment, tout en ayant l'impression qu'il y avait plus à venir. Jane avait attendu de voir si je voulais faire un commentaire. Elle l'avait probablement prévu dans le discours qu'elle avait préparé et quand je n'ai rien dit, cela a perturbé ses plans. J'aimerais pouvoir voir Sarah plus souvent, et peut-être la faire venir et rester avec moi de temps en temps. J'étais heureux qu'elle voie Sarah, mais pas qu'elle reste avec elle. Je n'ai aucune objection à ce que tu vois Sarah,
mais je pense que tu verras que c'est au tribunal des affaires familiales qu'il faut demander s'il est possible qu'elle reste avec toi. Il se peut qu'il souhaite poser des conditions. Oh, tu n'es pas en train de parler de cette histoire idiote, n'est-ce pas? Nous savons tous que ce sont des mensonges. Roger ne ferait jamais une chose pareille. Marilyn l'interrompt. En as-tu parlé à Sarah? Non. Ma mère l'a fait et elle a dit que Sarah racontait des mensonges. Et vous avez cru votre mère sur parole? Jane acquiesce. Je connaissais les signes, Marilyn était en train d'armer ses 2 canons et allait bientôt tirer. J'ai parlé à Sarah. Et elle m'a dit exactement ce que ce misérable avait essayé de faire et ce qu'il a fait et je la crois. La police l'a cru aussi et a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller au tribunal. Mais vous avez cru votre mère sur parole. Une femme trompeuse qui savait tout de votre liaison et qui, je le soupçonne, l'a encouragée, tout en essayant de suggérer que c'était Dal qui était le partenaire infidèle. Une femme qui était prête à confier sa petite fille à un homme qui pourrait bien l'agresser sexuellement. Et vous? Une mère qui ferme les yeux sur la possibilité que cela se produise. Vous êtes un sacré numéro. Dal est généreux en acceptant que vous puissiez voir Sarah, mais pour le reste, c'est la cour qui prendra la décision. Jane a blêmi face à cette tirade. Vous avez des opinions bien arrêtées pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette affaire. J'interviens. Je m'empresse d'ajouter, c'est faux. Le tribunal a confié Sarah à notre garde à tous les deux. Moi en tant que père et Marilyn en tant que belle-mère. Elle a autant à voir avec cette affaire que n'importe qui d'autre. Ton incapacité à voir la vérité est alarmante. Vous êtes à peu près comme votre mère, qui, Dieu le sait, ne verrait que ce qu'elle veut voir et ajusterait les faits à sa convenance. Jane, je vous remercie de vos excuses, mais je crains qu'elles ne signifient pas grand-chose si vous êtes prête à mettre notre fille en danger. Vous voulez voir Sarah? Allez au tribunal et demandez-leur de la sanctionner. Je ne serai d'accord que s'ils l'ordonnent. Et n'oubliez pas que votre fille a maintenant 14 ans et que le tribunal l'écoutera. La séance est interrompue par un appel joyeux provenant du salon, Sarah arrivant à la maison. Bonjour maman. De là où elle était assise, Jane ne pouvait pas voir Sarah et, vraisemblablement, Sarah ne pouvait pas savoir que sa mère était là. Elle ne pouvait que voir Marilyn. Le visage de Jane s'est transformé en image lorsque Sarah est sortie. Bonjour papa. Puis elle a vu qui d'autre était là. Oh. Bonjour Sarah. Dit Jane. Elle s'est levée, sans doute pour serrer Sarah dans ses bras, mais elle s'est arrêtée quand Sarah a dit. Bonjour maman. C'est maman. Dit Jane. Sarah secoue la tête. Tu es ma mère, mais Marilyn est maman. Jane s'est effondrée. Marilyn qui, il y a quelques instants, était prête à la déchirer membre par membre, s'est approchée d'elle et l'a réconfortée. Quelques minutes plus tard, Jane a levé les yeux vers Sarah, le visage strié par les traces de ses larmes. Je suis ta mère. Tu n'as peut-être pas remarqué que j'ai grandi. Qui m'a expliqué ce qu'étaient les règles, m'a acheté des serviettes hygiéniques et s'est assuré que je savais comment les gérer? Marilyn. Qui m'a emmené acheter mon premier soutien-gorge? Marilyn. Qui m'a écouté quand j'avais peur que ton mari me touche? Ni toi, ni ta mère, ni ta grand-mère, qui m'ont simplement dit que j'étais une horrible fille trompeuse qui avait tout inventé. Aucune d'entre vous ne m'a écouté, mais Marilyn l'a fait, et elle et papa ont fait quelque chose. Elle est la personne la plus proche d'une mère que j'ai. Les larmes de Jane coulent sur ses joues. Elle prend un mouchoir en papier et les essuie. Elle s'est levée, a marmonné « Je suis désolée » et est partie. Marilyn l'a suivie pour s'assurer qu'elle allait bien. Je me suis disputé avec Sarah. Ce n'était pas très gentil, Sarah. Tu savais que ta mère était ici, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu sa voiture dehors. Je connais papa. Dois-je aller la chercher et m'excuser? J'ai acquiescé. Je pense que c'est une bonne idée. Il semblait prendre du temps, alors je me suis levé et j'ai traversé le salon pour regarder par les fenêtres de devant. Jane avait ouvert la porte de sa voiture mais n'était pas montée. Marilyn lui parlait et Sarah tenait la main de Jane. Finalement, elle semblait être parvenue à une conclusion et Marilyn, en touchant une dernière fois le bras de Jane, a laissé Sarah et sa mère ensemble. Elle est venue me rejoindre. Elle va bien? Oui, elle s'est calmée. Sarah lui parle. C'est assez traumatisant d'être confronté à la réalité que votre mère est une personne menteuse et trompeuse, et que votre mari est un prédateur sexuel. Elle croyait sincèrement que toute l'histoire de Sarah et Roger avait été inventée. Maintenant, elle connaît la vérité, et ce n'est pas agréable. Non, je ne pense pas que ce soit agréable. Dois-je aller lui parler? Je pense que ce serait bien. Faites-lui comprendre que vous ne la tenez pas personnellement responsable de la façon dont sa mère a agi. Sarah et Jane s'étreignaient lorsque je me suis approché d'elle. Jane avait l'air hanté et a tendu un bras pour prendre ma main.
Des larmes coulaient sur ses joues. Dalle. Je suis tellement désolé, tellement désolé. Je ne savais pas ce qui se passait, et maman m'a dit que Sarah avait tout inventé parce qu'elle était jalouse de Roger qui prenait son temps. Qu'en dites-vous? Ce n'était pas le moment de pavoiser, de dire à quelqu'un que vous aviez raison depuis le début. Surtout quand la personne dont vous pensiez qu'elle avait à cœur les intérêts de votre fille se révèle être vraiment malveillante. Revenez à l'intérieur. Nous allons prendre une tasse de thé, ou peut-être voulez-vous quelque chose de plus fort, et vous pourrez vous laver le visage. Jane acquiesce et me fait un sourire larmoyant. Je ne veux pas de quelque chose de plus fort, mais j'aimerais réparer mon visage. Sarah lui a pris la main. Sarah lui prend la main. Je vais te montrer où se trouve la salle de bain. Je suis allé dans la cuisine et j'ai fait chauffer la bouilloire. Marilyn m'a rejoint en préparant un plateau pour les tasses et les soucoupes. Sarah devrait voir sa mère de temps en temps. Elle m'a dit. Elle m'a dit, oui. Je suis d'accord. Mais s'il y a la moindre chance qu'il soit là, alors la réponse est sur mon cadavre. Je ne pense pas que Jane envisagerait cela du tout. Tu penses qu'elle le quittera? J'ai émis une hypothèse. Marilyn a secoué la tête. Non. Elle l'aime vraiment. J'ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que Marilyn avait raison. Jane était avec lui depuis quelques années déjà. Je ne pouvais pas savoir depuis combien de temps elle couchait avec lui avant notre divorce, mais je soupçonnais qu'il s'agissait d'une liaison à long terme. Elle avait abouti à leur mariage, ce qui laissait supposer qu'ils s'étaient engagés l'un envers l'autre. Il était tout à fait possible que Jane oublie rapidement ce qu'il avait essayé de faire. J'ai essayé d'expliquer mes pensées à Marilyn. Elle a compris mon raisonnement, mais n'était pas d'accord. La bouilloire commençait à peine à bouillir lorsqu'elle est arrivée derrière moi et m'a entouré de ses bras. Sarah est revenue seule, surprenant Marilyn en train de me serrer dans ses bras. Oh, vous deux. Vous allez grandir? Nous avons tous ri. Ma mère est partie. Elle a dit qu'elle s'était déjà trop ridiculisée aujourd'hui. Elle a hésité avant de poser une question. Papa, j'aimerais la voir de temps en temps, mais je ne veux pas avoir de contact avec lui. Maman a suggéré que si elle venait de temps en temps, nous pourrions passer du temps ensemble. Cela te dérangerait-il? Je n'ai pas été trop surprise. J'avais déjà envisagé quelque chose de ce genre. Je n'y vois aucun inconvénient. Je me suis tourné vers Marilyn. Qu'en pensez-vous? Les yeux de Marilyn m'ont remercié de l'avoir invitée. Sarah, c'est ta mère et tu dois la voir, alors appelle-la bientôt et dis-lui oui. Nous pourrons prendre les dispositions nécessaires lorsqu'elle pourra venir ici. C'est alors que le rôle de « maman » de Marilyn a pris tout son sens. Tu portes toujours ton uniforme d'écolier. Tu commences à l'aimer? Sarah fait la grimace. Elle portait son uniforme avec mauvaise humeur, préférant la mode omniprésente que toutes les jeunes filles affectaient maintenant, à savoir un jean et un t-shirt, et elle partit donc se changer. Marilyn profita de l'occasion pour transmettre ce qu'elle avait appris de Jane. D'après ce que Jane a dit, il semblerait qu'elle connaisse Roger depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez. Oh? Marilyn acquiesce. Eh bien, faites-le savoir. Je l'ai encouragé. J'en déduis qu'ils étaient amis depuis leur adolescence. Votre ancienne belle-mère a toujours pensé qu'ils se marieraient. J'ai versé du thé tout en réfléchissant. Cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Marilyn semble d'accord. Tu penses à la même chose que moi, ou tu penses simplement? Elle m'a demandé. Nous sommes probablement sur la même longueur d'onde. Elles étaient amies depuis l'adolescence, peut-être amoureuses. Pourtant, Jane, pour une raison ou une autre, est tombée enceinte et a épousé le père, moi. Jane était-elle vierge? J'ai acquiescé. Marilyn a réfléchi, puis a approfondi mon hypothèse. Ils se rencontrent à nouveau et deviennent amants, mais elle est mariée et a un enfant. Il a été privé de ce qu'il pensait qu'il obtiendrait toujours. Sa virginité. Et c'est très important pour certains hommes. Comprendre qu'aucun homme n'a empiété sur ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Exactement. J'ai émis une hypothèse. Alors quand il se marie, il fait une fixation sur l'enfant qui est presque une copie photo de la mère quand elle était jeune. Marilyn a hoché la tête, puis a dit ce que je pensais. Vous pouvez comprendre cela. Il vit avec la femme qu'il aime, mais la réincarnation de la jeune Jane est là chaque jour pour le tourmenter. Une réincarnation vierge pour lui rappeler ce qu'il a manqué. Le pauvre con. Elle hésite un peu. Il reste quand même un abruti. Je sirotais mon thé quand Marilyn me posa une question qui me fit reprendre mon souffle. Ça ne t'a pas dérangé que quelqu'un d'autre ait pris ma virginité? Je n'y avais pas vraiment pensé. Je devais être honnête avec elle. Je n'y ai pas pensé, avec 20 ans d'écart entre notre première rencontre et le moment où nous nous sommes retrouvés, il serait inhabituel que tu sois encore vierge, après tout, tu es trop séduisante pour ne pas attirer l'attention.
Je n'avais pas l'intention de le faire lorsque nous nous sommes rencontrés. Mes ambitions se limitaient à toucher tes seins. Lorsque nous nous sommes revus, il était entendu que, comme nous avions tous deux été mariés, aucun de nous n'était vierge. Cela faisait partie de notre passé. Rétrospectivement, toute contrariété aurait été que nous ne nous soyons pas retrouvés. Elle sourit. C'est Mandal. Il transforme une explication en un point positif. Pas étonnant que je t'aime tant. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Tu as ma petite dame et ma bouche. Elle a chuchoté. Tu peux la voir. Je savais de quoi elle parlait et je dois dire que cela a porté ses fruits. Elle l'a senti et a frotté sensuellement son ventre contre moi. Je prends cela pour un oui, oui. Je ne serai pas un homme à refuser ça. C'est bien. Peut-être pourrions-nous programmer cela à l'avenir. Le futur. Pourquoi? Avant qu'elle n'ait pu répondre, Sarah est entrée dans la cuisine, en jean et en t-shirt. Oh, mon Dieu! Vous recommencez? Marilyn rit. Tu apprendras, Sarah. Elle tendit le bras à Sarah. Viens ici, j'ai quelque chose à dire à ton père, autant que tu l'entendes en même temps. J'étais très curieuse. Sarah nous rejoint. Je suis assez surprise, mais il semble que je sois enceinte. Il y a eu un moment de silence, puis Sarah s'est mise à pleurer. Ouais. Fantastique. Je suis resté bouche bée, avec un sourire idiot sur le visage. Oui. 1957 a été une très bonne année, 1976 aussi, et il semble que 1880 sera aussi une bonne année. La fin.